Bom dia les amis, oui, on parle portugais pour le nouvel épisode de Push Lab, forcément un jour béni, j'ai envie de le dire pour la Formule 1, c'est un jour de retour du Grand Prix du Portugal et on va en parler bien sûr dans ce nouvel épisode de Push Lab. Dernier épisode d'ailleurs de l'année avant un épisode hors série qui sortira la semaine prochaine avec, je vous le dis direct, avec Alessandro Giusti, je l'annoncerai cette semaine. Donc je suis trop content, mais on va se concentrer avant tout sur ce nouvel épisode. Il y a beaucoup de choses à dire avec le Push Mag et forcément, vous l'avez très bien compris, vous l'avez vu dans le titre, qui a été le pire pilote de cette saison 2025 de Formule 1 et qui a été le meilleur. On va en parler bien sûr avec une tier list que je vous ai préparée et qu'on va réaliser ensemble. Je l'ai bien préparé, bien fignolé d'une certaine manière. Donc on va bien kiffer ce dernier épisode, j'ai envie de dire normal de cette saison 2025 de Formule 1. On va bien kiffer, beaucoup de choses forcément à voir avec le Push Mag, le Push to Talk en particulier, juste dire avec le débat principal. Mais le Push Mag, je tiens à le dire, il va être bien corsé. On va parler donc du retour du Portugal, du Grand Prix du Portugal au calendrier de la F1 à partir de 2027 et 2028 et également ce sera ajouté. Et puis on va parler également de tonton Helmut Marko qui a lâché avant de partir un petit cadeau à Red Bull, ou plutôt à Christian Horner, avec une grosse interview qu'il a donnée. Et si vous ne l'avez pas vu, et si vous l'avez même déjà vu, eh bien on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire forcément autour des déclarations explosives de tonton Helmut Marko. On parlera également de la réglementation F1 2026 qui, il y a encore des changements. On est seulement à quelques jours des premiers essais avec des F1 2026, il y a toujours des changements. Elle est très inquiétante cette réglementation 2026, moi je suis extrêmement curieux mais également inquiet. On en parlait la semaine dernière avec Jean-Louis Moncey, lui aussi il est extrêmement inquiet. Donc on va discuter de tout ça, on va bien aborder les questions. Immense merci, je tenais encore une fois à vous remercier pour de plus en plus de monde qui vient dans les épisodes de Push Lap en commentaire, dans les vues mais également en podcast sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify et ainsi de suite. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc immense merci à vous, immense merci de donner de la force à ce tout nouveau projet, immense merci également à Emotion, vous les voyez en bas juste là, voilà, juste ici avec le logo. Merci encore une fois à Emotion de soutenir le projet de Push Lab qui me permet également que ce projet puisse vivre avec à disposition ce set de tournage avec ce beau plateau qui est là. Donc voilà, immense merci à eux, n'hésitez pas à aller les voir au cœur de Paris, 115 rue Aumerle. Si vous voulez effectivement vous amuser dans tous les différents simulateurs au centre de Paris, que ce soit sur de la Formule 1, sur du GT et également sur du rallye, sous-côté le rallye, venez faire du rallye parce que c'est absolument trop bien. Et en plus il y a le rallye Monte-Carlo qui arrive très bientôt, la nouvelle saison WRC, donc venez vous prendre pour Sébastien Ogier ou pour Adrien Fourmeau, et si vous voulez encore plus être dans le temps, vous prendre pour Sébastien. Donc voilà. Voilà les amis. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet avec le début donc de ce Push Mag. Le Push Mag donc pour commencer cette émission avec donc une nouvelle qui est tombée, allez on tourne aux alentours de 11h30, elle est tombée alors pour être tout à fait honnête, la news elle est tombée dans un premier temps durant la nuit, vers 2h du matin via les médias portugais qui ont donné la première information, mais c'est désormais officiel, la Formule 1 fera son retour au Portugal à partir de la saison 2027, on vous l'a mis sur Tiroff, en 2027 et 2028 sur le circuit de Portimao, l'Autódromo Internacional do Algarve qui va donc retrouver la Formule 1 après l'avoir eu 2020 et 2021. C'est une annonce qui était attendue depuis plusieurs mois, confirmée par le gouvernement portugais et qui marque donc le retour d'un Grand Prix apprécié des pilotes mais absent du calendrier depuis donc la période Covid. Un retour attendu et également assumé politiquement puisque le retour de la Formule 1 n'est pas le fruit du hasard très clairement. Dès l'été dernier, le Premier ministre du Portugal avait annoncé la volonté claire de l'État portugais de ramener la discipline reine du sport auto dès 2027. L'argument était simple, la F1 est un outil de promotion économique et touristique majeur. De toute façon pour tous les pays qui accueillent la Formule 1, c'est aussi une énorme plateforme commerciale, marketing et bien sûr touristique. C'est pour ça notamment que l'on peut voir aujourd'hui un projet du Grand Prix du Maroc du côté de Tanger avec l'idée de refaire un nouveau Abu Dhabi du côté de l'Afrique du Nord, du côté du Maroc, et ça on en parlera un petit peu après, ne vous inquiétez pas. Et donc forcément notamment pour là aujourd'hui avec la région de l'Algarve, près de Faro, l'aéroport le plus proche
proche est celui de Faro. Le ministre de l'économie a officialisé l'accord, confirmant un engagement financier de l'État, condition indispensable pour obtenir une place dans un calendrier de plus en plus saturé, ça vous l'avez compris, sachant que ça a été officialisé bien sûr hein, par la Formule 1. Portimao est un circuit qui est adoré par les pilotes. Si la F1 revient à Portimao, ce n'est pas seulement pour des raisons politiques et économiques, très clairement. Le circuit portugais a laissé une excellente impression aux pilotes lors des 2 éditions sur Portimao. En 2020 et 2021, Lewis Hamilton, vainqueur en 2021, déclarait déjà à l'époque vouloir voir le Portugal revenir de manière permanente au calendrier. Et puis le Fernando Alonso parlait d'un tracé, lui, très intéressant, mettant en avant les virages aveugles, les variations de relief et la forte exigence sur les pneus, notamment dans le dernier virage. C'est un circuit qui est très physique, qui est vraiment magnifique. Moi, j'y suis allé plusieurs fois à Portimao, c'est pour ça que j'ai un certain amour pour ce tracé-là. Et aussi, je vous cache pas d'un avis personnel, d'un contexte personnel. Moi, j'ai de la famille d'origine portugaise, je suis d'origine portugaise également. Donc, croyez-moi que je suis très heureux d'avoir le Grand Prix du Portugal qui est de retour au calendrier. Et Esteban Ocon allait même plus loin, lui, de son côté, qualifiant Portimao de spectaculaire et compliqué, avec des caractéristiques uniques sur le calendrier actuel. C'est un Grand Prix qui d'ailleurs a été marqué par qui est arrivé en Formule 1 par le contexte Covid. Les éditions 2020 et 2021 avaient toutefois un goût d'inachevé. En 2020, jauge est limitée à 27 500 spectateurs, c'est très peu. Alors c'est plus que certains stades de Ligue 1, notamment le stade Jean-Bouin à Paris avec le Paris FC, ou même le stade de Louis II aussi également à Monaco. Donc 27 500 spectateurs seulement en 2020. Et en 2021, là ça a été bizarre, puisque c'était course à huis clos, donc sans public, ce qui était très dur à vivre pour le Grand Prix du Portugal, qui n'avait vraiment jamais vécu jusqu'à 2027 sans doute un Grand Prix plein craqué au niveau du public. Donc là on aura une billetterie qui va être certainement pleine. Je rappelle juste le contexte de où est le Portugal et pourquoi c'est une question attractive. On est sur les bords de l'océan Atlantique, avec à côté vous avez l'Espagne, vous avez une grande communauté portugaise qui est à la fois en France bien sûr, une grande communauté portugaise qui est également en Espagne, vous en avez également du côté de l'Angleterre. Donc en fait le monde entier, même j'ai envie de dire la communauté portugaise, lusophone, si je ne me trompe pas, va venir de toute façon sur le Grand Prix de Portimao. Sûr et certain que ce Grand Prix à partir de 2027 sera sold out et il n'y aura pas de souci là-dessus. Le retour en 2027 sera donc le premier vrai Grand Prix du Portugal à Portimao, avec des tribunes pleines dans un contexte normal, ce qui change totalement la donne par rapport au contexte Covid. Et puis aussi le Portugal, quoi qu'on en dise, il y a une histoire très forte avec la Formule 1, puisque ce retour s'inscrit dans une longue histoire entre le Portugal et la F1. Le premier Grand Prix du Portugal remonte à 1958 sur le circuit urbain de Boa Vista à Porto, remporté par Stelling Moss. Puis viendra l'ère du circuit d'Estoril qui accueillera la F1 entre 1984 et 96, avec des moments mythiques, les victoires d'Ayrton Senna en 85, 86 et 88, et cette photo iconique en 86 réunissant Senna, Prost, Mansell et Piquet, c'est devenu l'une des images les plus fortes de l'histoire de la Formule 1. C'est vrai quand Ayrton Senna avait remporté son premier Grand Prix de F1, il faut s'en souvenir, effectivement à Estoril au Portugal. Estoril qui n'est pas loin de Lisbonne, si vous voulez aller voir le circuit d'Estoril. J'y suis allé, je me souviens quand j'étais tout petit, alors il n'y avait pas de course ou quoi que ce soit, mais j'avais l'occasion d'entrer sur le circuit, et c'est vrai que c'est un circuit qui est rempli d'histoire et on le sent dès qu'on y arrive. Donc après 25 ans d'absence, Portimao avait saisi sa chance pendant le Covid. Aujourd'hui, le Portugal ne revient plus par opportunité, mais par un véritable projet stratégique. C'est vrai qu'à l'époque, pendant le Covid, on avait tous les grands prix hors Europe qui ne pouvaient plus accueillir la Formule 1 en majorité, sauf Bahreïn qui l'avait accueilli en fin d'année par exemple. L'Arabie Saoudite, c'est arrivé en 2021, c'est vrai. Mais voilà, le Portugal avait saisi l'opportunité d'arriver à ce moment-là. Et donc, il n'y avait pas réellement de projet stratégique. Là, il y en a un véritablement. Et ce qui est beau d'ailleurs par rapport au Portugal, c'est qu'il faut noter qu'ils réussissent à venir en Formule 1, à revenir plutôt en Formule 1, dans un contexte de calendrier qui est extrêmement resserré, saturé même d'ailleurs, surtout sur la partie européenne. On va de plus en plus vers non pas une mondialisation de la Formule 1 parce qu'elle ne l'est déjà puisque c'est un championnat du monde, vers une externalisation plutôt des grands prix donc hors Europe. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on voit de moins en moins de circuits européens qui arrivent au calendrier ou qui restent au calendrier. On voit de plus en plus de circuits et de projets de Grand Prix en dehors de l'Europe. Alors, mis à part le Mad Ring, encore faudrait-il qu'il se fasse, selon certaines rumeurs, ce n'est pas sûr
sûr et certain que ce Grand Prix se fasse pour des questions logistiques et travaux. Il y aura des retards sur les travaux. Bon, on verra s'il se fera oui ou non ce Grand Prix de Madrid à Madrid, ce nouveau circuit. Mais mis à part ça, on sait qu'on va perdre le Grand Prix aujourd'hui, qui était à l'époque le Grand Prix d'Espagne, aujourd'hui c'est Barcelona-Catalunya, donc le Grand Prix qui est sur les circuits de Catalogne à Barcelone. Ce Grand Prix va disparaître. Le Grand Prix des Pays-Bas, Zandvoort, lui, va également disparaître du calendrier de la Formule 1. Ça a été d'ores et déjà acté officiellement. On attend on a toujours des interrogations sur le Grand Prix de Belgique, également le Grand Prix de Belgique qui reste au calendrier, mais qui va avoir une alternance désormais. Maintenant, à savoir si oui ou non ce Grand Prix va rester au calendrier à la fin de son contrat d'alternance. Ça aussi, c'est une grande question. Mais on voit aujourd'hui des projets de Grand Prix qui arrivent à l'extérieur de l'Europe. Le Grand Prix de Thaïlande, c'est quasiment sûr et certain qu'il arrivera prochainement au calendrier de la Formule 1. On a également des projets de Grand Prix donc sur le continent africain. Et ça, il faut absolument que la Formule 1 ait un Grand Prix sur le continent africain parce que c'est un championnat du monde et il est quand même assez inacceptable qu'un championnat dit du monde n'ait toujours pas un Grand Prix sur le continent africain. Projet de Grand Prix du côté du Rwanda, par contre, ça, pour moi, je trouve que c'est une aberration d'aller au Rwanda au vu du contexte politique et de ce qui se passe là-bas. Donc de ce fait-là, Rwanda, pour moi, on ne devrait pas y aller, mais aujourd'hui, il y aurait toujours des discussions. Il y a également le projet du Grand Prix du Maroc, du côté de Tanger. Je vous en parlais justement il y a quelques instants, pour faire un nouveau Abu Dhabi avec un projet qui a l'air assez solide, pour être tout à fait honnête. Et il y a également le projet du Grand Prix d'Afrique du Sud, sur le circuit qui a accueilli à l'époque la Formule 1, à savoir Kyalami. Donc à voir comment les choses vont évoluer par rapport à cette situation d'un Grand Prix en Afrique. Il y a également sans doute des projets du côté des États-Unis pour avoir un autre Grand Prix du côté des USA, un 4e Grand Prix. Il n'y en aura jamais assez de toute façon des Grands Prix des USA aux yeux des patrons de la F1. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Maintenant, voir le Grand Prix du Portugal arriver au calendrier au vu du contexte saturé des Grands Prix en Europe, bon, c'est très très beau à voir et il faut vraiment tirer un coup de chapeau à toute l'équipe d'organisation du Grand Prix du Portugal, sachant que le GP du Portugal prendra la place factuellement du Grand Prix des Pays-Bas qui va disparaître à l'issue de la prochaine saison 2026 de Formule 1. Voilà les amis, si vous êtes d'origine portugaise ou portugais dans le chat, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à montrer votre joie et donner aussi votre expérience si vous êtes déjà allé sur le circuit de Portimao. Je suis déjà allé plusieurs fois et je tiens à dire que pourquoi moi je l'adore beaucoup ce circuit. Circuit qui est magnifique en termes de dénivelé, en termes d'exigence de pilotes. Pour parler avec des pilotes qui ont roulé à Portimao, c'est extrêmement physique, c'est extrêmement demandeur, très énergivore pour humainement, mais également pour la mécanique. Donc déjà en 2020 et en 2021, on avait eu des courses qui étaient plutôt sympathiques. La problématique était sur la réglementation qui empêchait, par rapport à la typologie du tracé, de se suivre et d'avoir vraiment des batailles très intenses en piste. Là, avec les F1 2026, il y a de quoi, forcément, la nouvelle réglementation, de quoi être quand même, avoir des courses nettement plus bonnes. Donc voilà. Voilà pour le Grand Prix du Portugal qui a été officiellement annoncé comme étant de retour en Formule 1. Autre point dans le Push Mag, les copains, eh bien on va parler de l'interview explosive, pardon, là, j'ai mis la bonne slide. L'interview explosive de Tonton Helmut Marko. Vous voyez, Tonton Helmut Marko qui a quitté Red Bull il y a quelques jours désormais après avoir passé de 2005 jusqu'à 2025, donc eh bien, une partie de sa carrière du côté de chez Red Bull en tant que gestionnaire de la filière jeune pilote de Red Bull. Sauf que là, tonton Helmut Marko, il a fait une des interviews les plus violentes et révélatrices de l'histoire récente en Formule 1 en termes de déclat. Quelques jours après son départ de Red Bull Racing, Helmut Marko a décidé de parler et il n'a laissé aucune zone d'ombre. À 82 ans et après plus de 20 ans au cœur du projet Red Bull, l'Autrichien ne se contente pas d'un simple revoir. Il accuse frontalement Christian Horner, disons-le clairement, d'avoir coûté le titre mondial 2025 à Max Verstappen. Bon. Je vous lis les déclarations. Alors, il a parlé à quel média ? À Dullenberger. Il a également donné une interview très intéressante à Auto Hebdo où il parlait justement chez Auto Hebdo, Helmut Marko, de sa vision par rapport à l'évolution du traitement des jeunes pilotes dans le sport automobile pour permettre d'avoir
j'ai envie de dire, une pyramide vers la Formule 1 nettement plus juste, notamment avec une super licence intermédiaire, notamment dans les catégories jeunes pilotes. Je vous laisserai aller voir cette interview qui est hyper intéressante dans les colonnes d'Auto Hebdo. Si nous avions agi plus tôt, la situation aurait été redressée bien plus rapidement et Max Verstappen aurait été champion du monde cette saison. J'en suis absolument convaincu. Donc, en d'autres termes, il dit que si Horner avait été viré plus tôt de Red Bull, bon bah, Verstappen serait devenu champion du monde. Je vous laisse donner votre avis en commentaire, je suis pas si sûr de ça. Une phrase lourde de sens, surtout quand on se rappelle que Verstappen échoue à 2 petits points seulement de Lando Norris après une remontée exceptionnelle en seconde partie de saison. Il parle aussi du tournant Mateschitz, donc la naissance de la guerre interne, d'où un peu vient la problématique entre Horner et Helmut Marko. Pour comprendre la violence de ces déclarations, il faut remonter à octobre 2022 au décès de Dietrich Mateschitz, qui était le fondateur de Red Bull et figure d'autorité absolue de l'empire Red Bull. Marko raconte un épisode clé quelques mois avant le malheureux décès de Mateschitz. Lors d'une fête avant le Grand Prix d'Autriche, Didier était déjà très affaibli. Christian Horner est venu me voir et m'a dit « Il ne passera pas la fin de l'année ». Déjà horrible comme phrase. Selon Helmut Marko, c'est à partir de ce moment précis que Christian Horner aurait commencé à changer de posture en se rapprochant de Charlem Jovidia, copropriétaire thaïlandais du groupe Red Bull. Après le décès de Didi Mateschitz, Christian Horner a tout fait pour prendre le contrôle de l'entreprise avec le soutien de Jovidia. Face à cette tentative de prise de pouvoir, Marko affirme avoir agi au nom de l'Autriche, vraiment au nom de l'Autriche, pour préserver l'équilibre historique de Red Bull Racing. En tant que représentant de l'Autriche, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher cela. Mettez l'hymne autrichien derrière Helmut Marko, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tout cas, voilà ce qu'il déclare Helmut Marko. Il ajoute que Marko décrit ensuite un climat interne toxique où les performances en piste auraient été reléguées au second plan au profit de luttes politiques. Les dernières années avec Horner n'étaient pas agréables, il y avait des coups bas permanents. Il affirme avoir été la cible de fausses accusations relayées dans les médias, notamment autour de propos prétendument alors je peux pas dire ce mot là maintenant sur YouTube, donc on va dire discriminatoire. Voilà, on va rester discriminatoire mais plus. Voilà. À l'époque, Sergio Pérez, on m'a prêté des propos que je n'ai jamais tenus, c'était inventé probablement de leur camp. En gros, les propos qu'il avait dit, c'était que les Mexicains étaient de nature moins concentrés que les Allemands. Ce qui est très discriminatoire, vraiment discriminatoire. Alors après, pour rebondir sur ce que dit Helmut Marko, il faut savoir qu'il avait dit à la télé, donc c'est pas Christian Horner qui avait prétendument mis ces rumeurs-là, c'est juste que Helmut Marko l'avait dit à la télé, donc ça pour le coup, je suis pas totalement d'accord avec lui, pas d'accord avec lui. Même scénario en 2024, lorsque Marko est accusé d'avoir fragilisé le partenariat moteur avec Ford, on a affirmé que j'avais dit que le développement moteur était en retard et que Ford allait nous quitter. Je n'ai jamais dit ça, affirme Helmut Marko. Pire encore, Marko révèle que ces accusations auraient servi à tenter de le faire suspendre. Horner voulait utiliser cela pour me faire suspendre sans le soutien public de Max à Jeddah. Cela aurait pu arriver. Souvenez-vous effectivement au Grand Prix 2024 d'Arabie Saoudite et même au moment du Grand Prix de Bahreïn. C'est la grosse tourmente du côté de chez Red Bull, notamment avec les accusations de comportements inappropriés qui ont été tournés vers Christian Horner. Il y avait beaucoup de tensions. Beaucoup de monde voulait virer Christian Horner à juste titre au vu de ce qu'il était accusé. De ce dont il était accusé, vous décidez ce que vous voulez. Mais notamment, Christian Horner était dans une situation très difficile au niveau de son poste, pour rester en poste. Et de l'autre côté, Helmut Marko était accusé d'avoir, lui, souvenez-vous, balancé le drive aux journalistes. Le drive avec les pièces potentiellement compromettante pour Christian Horner, je dis bien potentiellement parce que ça n'a pas été avéré. On va peut-être me prendre un procès, autant dire ça. Donc voilà par rapport à cette histoire-là. Et donc à ce moment-là, on a Horner, on a Marko qui est en danger. Ça a fuité dans les médias et souvenez-vous des déclarations de Max Verstappen à Jeddah. Il avait dit, c'est très clair, si Helmut Marko s'en va, moi je m'en vais. C'est ce qu'il avait dit. C'est pour ça que... comment s'appelle-t-il Marko était resté, pardon. Finalement, Horner est écarté à l'été 2025, une décision que Marko estime nécessaire mais tardive. Nous n'avons pas agi pour des raisons personnelles, mais parce que les performances chutaient. Si nous l'avions fait plus tôt, Max serait champion aujourd'hui. Et il conclut avec une accusation extrêmement lourde, d'ailleurs, Helmut Marko. De plus en plus souvent, nous avons pu prouver que Horner mentait une fois que Charlem l'a compris et l'a changé d'avis.
C'est une page qui se tourne de toute façon du côté de chez Red Bull, disons-le clairement. Red Bull a-t-elle sacrifié un titre mondial sur l'autel des luttes de pouvoir interne? Aujourd'hui, en tout cas, surtout que Verstappen a perdu le titre seulement pour 2 petits points. Il n'est plus le champion du monde en titre désormais. Mais il faut savoir désormais qu'on a à la tête de cette écurie Red Bull Laurent Mekies qui est un patron français, qui fait un travail fantastique et qui remet, j'ai envie de dire, la politique dans un second, voire un troisième plan. Le premier plan, c'est la performance, c'est la data, c'est les améliorations et c'est la préparation par rapport à une nouvelle ère avec Max Verstappen, par rapport à la saison 2026 de F1 avec Isaac Hadjar. Donc la politique, ce n'est plus de l'ordre du jour du côté de chez Red Bull et ça a fait clairement du bien. Il y a juste à voir les résultats de Red Bull au moment du départ de Chris Horner et de l'arrivée donc de Laurent Mekies qui fait un travail absolument fantastique. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre du côté de chez Red Bull avec le départ donc de Chris Horner, le départ de Adrian Newey et le départ désormais de Helmut Marko. Et l'arrivée d'un tout jeune pilote dans une totale nouvelle ère de la Formule 1, à savoir Isaac Hadjar. Et on verra comment les choses évolueront. Mais après, après pour la prochaine saison et surtout après les déclarations de tonton Helmut Marko, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire par rapport à ce qu'a pu dire Helmut Marko. Je m'attendais... C'est du Helmut Marko, voilà. C'est du Helmut Marko dans les déclarations. J'allais dire, on s'attendait peut-être pas à avoir ça. Finalement, en y réfléchissant, oui. Oui, je pense qu'on s'y attendait finalement à avoir ce genre de déclaration de Helmut Marko dans tout ça. Voilà pour Marko dans le Push Mag. Autre point également. Alors ça, j'ai vu cette info sur le motorsports.com. Je vous mets ça à l'image. Pas de MOM en mode X. La FIA va simplifier les termes en 2026. Alors, il faut remettre un petit peu le contexte par rapport à cette info. À l'approche de la révolution réglementaire de 2026, la FIA a pris une décision qui peut sembler peut-être secondaire, à mon sens, mais qui ne l'est pas du tout. Simplifier le langage de la Formule 1 en 2026. À savoir qu'avec les nouveaux moteurs, l'aérodynamique active et la fin du DRS, la F1 est en train de se créer un nouveau problème, un jargon devenu illisible même pour les fans les plus assidus. Trop de sigles, trop de confusion dans les premières versions du règlement 2026. On parlait de mode X et de mode Z, de SLM pour Straight Line Mode, CM pour Cornering Mode ou MOM pour Manual Override Mode. Des termes techniques censés décrire le fonctionnement de l'aérodynamique active et de l'assistance électrique, mais qui ont surtout provoqué une incompréhension générale. C'est vrai que dès que c'est sorti, ça on est en mode à l'époque, on avait jusqu'à cette année, on avait juste le DRS. Maintenant, on nous ajoute plein de trucs. Nicolas Tombazis, responsable des monoplaces à la FIA, l'admet clairement. Nous sommes en train de revoir certains termes afin de clarifier et faciliter la compréhension de ce qui se passe pour les fans. Un problème aussi pour les équipes et la télé. La FIA ne parle pas seulement du public. Le problème touche aussi la communication radio entre équipes et pilotes, les commentateurs à la télé, à la radio, donc les commentateurs médiatiques, et même la lecture du règlement qui s'annonce aussi compliquée. Nous voulons que les équipes utilisent une terminologie uniforme lorsqu'elles communiquent avec les pilotes à la radio, mais aussi que les commentateurs et les règlements utilisent la même terminologie, parce qu'avec ce genre de situation, on peut arriver à la radio qu'une équipe A, donc disons Ferrari, dise pour le système override, donc le boost de puissance, on appelle ça nous, notre côté Mario Kart. Par exemple, il faut savoir que en Formula I, l'attaque mode dans sa première introduction sur les volants, il y avait écrit MK et c'est toujours écrit MK par exemple chez DS Performance, MK qui veut dire Mario Kart, parce que l'attaque mode en Formula I se prend en passant à l'extérieur d'un virage, comme quand vous passez sur Mario Kart sur les boosts de puissance. C'était pareil. Donc ça veut dire que par exemple Ferrari peut se dire nous on appelle ça Mario Kart, et de l'autre côté on a Mercedes qui dit nous on va appeler ça Fast and Furious. Je prends un exemple tout bête, mais ça peut être comme ça, ça peut être vraiment comme ça pour le coup. Donc pour ça que la FIA est en train de réfléchir de leur côté en se disant il faut qu'on trouve une terminologie simple, que tout le monde comprend, et dans le même temps que tout le monde accepte. Et que tout le monde aussi du point de vue des spectateurs comprenne instinctivement. Faut pas oublier que nous, et je parle de nous pour ceux qui sont assidus de la Formule 1 et du monde du sport auto, ça pose déjà un problème parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais rapidement on peut intégrer ça parce qu'on a déjà une bonne base de connaissances culture sport auto. Cependant, il faut toujours comprendre qu'aujourd'hui la Formule 1 a une fanbase tellement nouvelle et tellement importante auprès des jeunes, donc entre de 15 à 30 ans,
qui arrive par Drive to Survive et qui arrive par les nouveaux médias également et par la surexposition de la Formule 1 qui permet à la Formule 1 d'être extrêmement stable économiquement et qui ne cessent de s'enrichir et qui font très bien leur travail du coup, mais de ce côté-là, il faut aussi permettre à ses fans de rester. Donc pour permettre à ses fans de rester, il faut donner des termes simples, facilement compréhensibles. Donc c'est pour ça que la Formule 1 et la FIA sont en train de chercher comment faire pour simplifier tout ça. Surtout que la réglementation 2026, on en parlera très certainement au mois de janvier, mais ça va être... bon courage pour comprendre tout ça, sachant que ça change tout le temps. Autrement dit, aujourd'hui, tout le monde ne parle pas le même langage en Formule 1 pour 2026, vers un vocabulaire plus simple. Donc, sans encore rentrer dans les détails définitifs, la FIA travaille sur une standardisation plus lisible. Première piste évoquée, le très technique MOM, donc Manual Override Mode, qui pourrait tout simplement devenir Overtake Mode, qui est très simple à faire, ça veut dire mode dépassement. De la même manière, les références au mode X, Z, SLM ou CM pourraient disparaître au profit d'un terme unique et clair, aérodynamique active. Nous essayons actuellement de créer une terminologie simple, c'est ce que dit Nicolas Tombazis. Les changements devraient être validés avant la fin de l'année, voire dans les prochains jours selon Nicolas Tombazis. Donc la discipline est déjà critiquée pour sa complexité technique vis-à-vis de 2026, mais aussi pour sa volonté de séduire un public toujours plus large, comme je le disais. Donc ça va pas être simple cette affaire-là. Les F1 2026, pour information, devraient commencer à rouler dans des tests privés, donc des shakedowns par exemple, à partir du début du mois de janvier, très tôt dans les mois de janvier, aux alentours du 4, 5, 6 janvier. Notamment, il me semble que Audi va rouler très tôt. Vous avez Aston Martin qui pourrait rouler également très tôt. Même chose pour Alpine, qui aura un moteur Mercedes l'année prochaine. Point de vue personnel, je suis extrêmement curieux de la prochaine réglementation avec l'aérodynamique active et les nouveaux moteurs simplifiés avec 50% thermique et également 50% électrique, bien sûr. Vous verrez notamment la semaine prochaine dans l'épisode avec Sandro Giusti qui lui a testé la F1 2026 dans le simulateur de Williams et il en a parlé de ses ressentis, mais il a surtout exprimé par exemple le fait que Williams par rapport au volant de l'année 2026, eh bien qu'ils lui ont demandé ses ressentis et comment était le volant en Formula I pour permettre de s'adapter à ce qu'ils font en Formula I pour l'adapter, donc je le disais, sur le volant Formule 1. Donc voilà, sachant que je rappelle que tous les volants de 2026, tous les volants de F1 vont changer en 2026 pour s'adapter à la nouvelle réglementation. Ça me permet aussi de vous montrer un tweet qu'on vous a mis grâce préparé à Tristan, que je salue, qui a fait ce tweet qui est magnifique, pour vous montrer notamment le volant Ferrari de 2026. Tu veux, Balthazar, tu peux voir le nouveau volant Ferrari 2026 qui est là, voilà, tu le vois, tout en bas, qui est un volant qui se rapproche notamment de l'hypercar, qui change beaucoup, qui est simplifié notamment en termes de boutons, par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que quand vous regardez le volant Ferrari 2025, il y a beaucoup de boutons. Là, à 2026, on a vraiment simplifié les choses, ce qui est une bonne nouvelle, je pense, pour les pilotes. Après, j'ai pas le manuel, mais le manuel d'un volant de Formule 1, c'est la Bible, littéralement, en termes de taille. Mais ouais, ça se rapproche de... Ferrari l'a testé durant les essais d'après-saison à Abu Dhabi. Maintenant, bon, esthétiquement, donnez vos avis en commentaire, mais esthétiquement, il y a un truc qui change, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Voilà, je vous cache pas. Alors, on est plus rond sur un avis esthétique. Bon, en tout cas, voilà, vous avez une première image de ce que sera le volant Ferrari pour 2026. Voilà. Je crois que Lewis Hamilton l'a déjà testé, si je me trompe pas. Donc voilà pour le push mag, les copains, et on va rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, je sais que vous avez envie de... Vous avez bien un petit peu l'odeur du sang, si je dis ça. On va dire ça comme ça. Alors, pour ceux qui viennent... je suis pas en live Twitch, pourquoi je dis pour ceux qui viennent d'arriver? Pas du tout, vous êtes là depuis très longtemps. Depuis le début de l'épisode. Qui a été le pire pilote de cette saison 2025 et qui a été le meilleur pilote? Du moins, qui ont été les meilleurs ou les pires pilotes? On va en parler désormais maintenant et on va faire une tier list des pilotes de F1 de cette saison 2025 au vu de leur saison uniquement. Je parle pas du niveau du pilote dans la globalité. Attention, on ne va pas se méprendre. Parce que je vous ai préparé du coup la tier list. Alors oui, elle a été faite sur Canva. Ça va, vous n'allez pas m'insulter si j'ai fait ça sur Canva. Mais voilà, je vous ai préparé une petite tier list push slap. Je vous laisserai donner tous vos avis en commentaire parce que certainement il y a des avis qui vont pas vous plaire par rapport à ce que je vais dire. Il y a certains pilotes que je vais mettre en catastrophique. Faudra pas non plus, voilà, on ouvre le débat et j'ouvrirai le débat. De toute façon, durant cet épisode de push slap, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai mis 20 pilotes, j'ai pas mis Jack Doohan.
Voilà, je dis clairement, j'ai pas mis Jack Doohan. Il n'y a pas forcément quelque chose à dire pour Jack Doohan qui a été de toute façon, j'ai envie de dire, un peu matraqué par Alpine par rapport au traitement qu'il a eu avec Flavio Briatore. Bon, donc c'est pour ça que par respect, je ne l'ai pas mis dans la tier list. Il n'a pas fait une majorité de courses, il n'en a fait que 5 ou 6. Donc c'est pas énorme, surtout avec une Alpine qui n'était réellement pas bonne du tout sur l'ensemble de cette saison 2025 de Formule 1. Ce qui permet même d'aller vers Pierre Gasly qui a été miraculeux durant cette saison. Donc ouais. Commençons par le plus bas. Commençons par le plus bas. Je pense qu'on va faire, du bas du classement vers le haut du classement. Je vais aller rechercher le classement pilote. Voilà. Commençons par ce pilote. Directement, commençons par un pilote alpine, Franco Colapinto. Commençons par Franco Colapinto, qui est arrivé lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Dès sa première séance de qualification, Franco Colapinto s'est mis dans le mur. Et après, il n'a pas marqué de points. C'est le seul pilote de cette saison 2025 de F1 à ne pas avoir marqué de points. Gabriel Bortoleto, qui est lui avant-dernier en termes de pilotes qui ont fait la majorité de la saison, puisque le 21e c'est Jack Doohan. À la 20e place, on a Franco Colapinto. 19e place, on a Gabriel Bortoleto. Bortoleto met 19 points quand même avec sa modeste Sauber. Colapinto, 0. 0, 0, 0. Alors, si on va être mauvaise langue, directement on dit il avait fait une saison catastrophique. Oui, on peut dire qu'il a fait une saison catastrophique. Et il faut aussi regarder un petit peu le contexte par rapport à Franco Colapinto. Colapinto, il arrive en pleine saison, on va dire ça ainsi, au début de saison, mais quand même, la saison a bien été entamée au volant d'une F1 qu'il n'a pas piloté en essais hivernaux, qu'il n'a pas testé auparavant, mais à part dans le simulateur, et dans un contexte d'écurie qui s'en fiche totalement de la saison 2025 de Formule 1. Voilà le contexte par rapport à Franco Colapinto. Donc, si on est un peu indulgent, est-ce qu'on dit vraiment que Franco Colapinto a fait une saison catastrophique ? Je pense que le débat mérite d'être ouvert pour l'Argentin, qui a été très bon du côté de chez Williams, mis à part les derniers Grands Prix 2024, où il s'est foutu quand même beaucoup dans le mur, Colapinto. Il y a quand même eu une certaine marge de progression en 2025, où il s'est un petit peu rapproché de Pierre Gasly. Je dis pas drastiquement, mais il s'est un peu rapproché vers Pierre Gasly. Mais voilà, il y a le contexte d'Alpine, il y a le contexte qu'il n'a pas piloté une voiture qui est de toute façon de base catastrophique. Donc voilà, est-ce que ça se met en mouais ou en catastrophique ? Je resterai quand même un Franco Colapinto qui resterait catastrophique sur l'ensemble de cette saison 5 de Formule 1. Je vais pas non plus, on va pas épiloguer son temps. Je pense qu'on va tous être d'accord vis-à-vis de ça, même s'il y a le contexte, bien sûr, on l'entend, par rapport à où est-ce qu'il était du côté de chez Alpine. Bien sûr. De 19e place, Gabriel Bortoleto. Alors Gabriel Bortoleto, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais pour moi Gabriel Bortoleto c'est l'un des meilleurs rookies de cette saison 5 de Formule 1. L'un des meilleurs rookies parce que il est dans une écurie qui est dans une certaine transition de toute façon vers une écurie qui deviendra constructeur à partir de 2026 en devenant Audi. Mais de toute façon, on a une écurie qui a terminé, si je ne me trompe pas, avant-dernière de la saison. Oui, ils sont terminés 9e au classement, avec 70 points au compteur. Ce qui est d'ailleurs une saison, il faut le dire, historique pour Sauber, qui n'avait pas marqué autant de points quand même depuis un certain temps, même s'ils ont terminé 9e. Alors je ne vais pas mettre en avant la place au constructeur de Sauber, parce que c'est plutôt la performance que je vais mettre en avant. La bataille du midfield en Formule 1 cette saison, elle a été exceptionnelle. Moi j'ai adoré la saison de midfield en F1 cette saison, parce que on a eu une bataille intense, une bataille acharnée. C'était vraiment une guerre du milieu tellement magnifique à voir que oui, ça se battait devant pour le titre mondial, c'est beau, il n'y a pas de souci. Et je trouve que c'était hyper cool de voir la Formule 1 1.5 se battre derrière pour aller tenter d'aller chercher une 6e place au constructeur, parce que Williams a quand même terminé 5e avec 137 points, 92 points pour Racing Bulls, devant 89 points pour Aston Martin, As 79 points et Sauber 70 points. Alors oui, ils sont un petit peu loin, ils sont à 22 points de Racing Bulls, mais tout de même, ça a été une très bonne saison pour Sauber, historique même j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que pour Gabriel Bortoleto, au vu de ce qu'il a produit cette saison, je vais vous retrouver notamment les stats de Gabriel Bortoleto sur F1 Big Data, qui est un site de statistiques. Gabriel Bortoleto, cette saison,
C'est combien de points marqués? C'est 19 points. Il a marqué des points en Autriche, ses premiers points en Autriche. Et il a fait un bon résultat également en Belgique avec 2 points marqués. Et surtout un très bon résultat en Hongrie en marquant 8 points. 4 points il a marqué en Italie et 1 point marqué également du côté du Mexique. C'est des bons résultats pour une première saison en Formule 1 avec une modeste voiture. C'est pour ça que pour moi, Gabriel Bortoleto, je le mets en bonne saison. Alors oui, il termine avant-dernier du classement pilote, mais pour moi, ça ne reflète pas réellement son réel niveau, hein, vrai niveau, hein. Il a fait une très bonne saison, Gabriel Bortoleto, en champion de F3, je rappelle, champion de F2 l'année suivante, et en Formule 1 cette saison ensuite derrière. Franchement, très bonne saison, Gabriel Bortoleto. Pour moi, c'est difficile de le mettre en dessous de bonne saison, Bortoleto, pour une première campagne en Formule 1. Pierre Gasly. Alors, Pierre Gasly, il y a débat. Contexte par rapport également à Gabriel Bortoleto, à Franco Colapinto. Pierre Gasly a terminé 18ème de cette saison. 18ème. Je rappelle quand même que Pierre Gasly, il a marqué 22 points au compteur. 22 points, c'est miraculeux. Je ne sais pas comment Pierre Gasly a réussi à marquer 22 points avec cette horrible Alpine, qui était une voiture qui n'avançait pas cette saison. Le développement n'était pas fait pour 2025, mais était fait pour 2026. Concentration maximale sur la nouvelle ère de la Formule 1 en omettant totalement la performance de 2025. Et pourtant, Pierre Gasly a réussi à aller marquer 22 points. Je ne sais pas si on se rend compte du niveau de performance qu'a instauré Pierre Gasly durant cette saison et ce niveau d'exigence envers une écurie qui s'en fichait totalement, encore une fois je le rappelle, de 2025. Il a fait honneur, il faut aussi dire ainsi, à Viry-Châtillon avec la dernière année du moteur Renault. Et je trouve que c'est le meilleur des au revoir qu'il a pu donner Gasly à Viry-Châtillon et au moteur Renault. C'est pour ça que pour moi, Gasly, je pense qu'il n'y a pas énormément de débat. Il a été un véritable leader d'équipe. Il a été un pilote qui montrait que heureusement que Alpine a prolongé Pierre Gasly jusqu'en 2028 parce qu'ils ont sécurisé un top pilote. Certainement l'un des meilleurs de la grille, hein, Pierre Gasly, au vu encore une fois de la saison qu'il a produit. Un pilote tellement efficace et tellement un leader d'équipe que je suis pas loin de mettre. Je suis sûr et certain que je mets en bonne saison. Mais pour moi, Gasly, va y avoir débat, hein, mais pour moi, c'est une masterclass cette saison. Avec le matériel qu'il a, et produire un tel effort et une telle justesse et une telle maîtrise par rapport au matériel techniquement qu'il a, pour moi, c'est une masterclass la saison. C'est paradoxal hein, pour un pilote qui a terminé 18ème, mais bon, pour moi, ça fait partie des meilleurs pilotes de cette saison. Et certainement, ça va peut-être un peu choquer ce que je vais dire, mais pour moi, c'est peut-être sa meilleure saison en Formule 1 comparée à des saisons où il a terminé sur le podium, où il a terminé régulièrement dans les points. Mais en termes d'efficacité par rapport au matériel qu'il avait, il y a débat. Je vais vous donner vos avis en commentaire, mais pour moi, ça reste ainsi. Yuki Tsunoda. Tsunoda qui a commencé chez Racing Bulls, cette saison 2025, qui après 2 Grands Prix s'est fait échanger avec Liam Lawson pour que lui monte du côté de chez Red Bull. Ça me permet de vous dire, pour ceux qui sont en podcast, la tier list est classée en 5 catégories. Masterclass, bonne saison, franchement ça va, mouais, catastrophique. Pour l'instant, catastrophique pour Colapinto, bonne saison pour Gabriel Bortoleto et masterclass donc pour Pierre Gasly. Pardonnez-moi pour si je n'ai pas dit en intro de ce segment les catégories. Je reviens à Yuki Tsunoda. Tsunoda, il a commencé chez Racing Bulls, il a terminé chez Red Bull et puis finalement il a perdu tout baquet pour l'année prochaine en 2026. Je ne vais pas catégoriser le pilote encore une fois, le niveau du pilote, mais je catégorise la saison. Et si on est factuellement honnête, la saison du Yuki Tsunoda, elle est catastrophique malheureusement. Elle est catastrophique parce que pour moi, elle est symbolique. La symbolique qui résume bien la saison de Yuki Tsunoda, c'est le Grand Prix d'Abu Dhabi et la défense qu'il a sur Lando Norris. Il a fait un Leave Me Alone, je sais quoi faire. La défense, c'est vraiment... c'est Mickey, hein, c'est Mickey Mouse là. Hein. C'est un niveau assez mauvais en termes de défense. Donc voilà par rapport à Yuki Tsunoda. Et c'est vrai que je pense que le niveau qu'il a produit n'est pas assez suffisant tout de même. Je pense qu'il y avait quand même plus à extraire pour un pilote qui devait être un bon pilote numéro 2. Je comprends le contexte, il n'y a pas de souci. Je comprends que la voiture numéro 2 du côté de chez Red Bull
est absolument est mauvaise pour pouvoir performer. On n'est pas dans un contexte d'efficacité pour permettre à un pilote numéro 2 d'aider au mieux Max Verstappen, mais ça reste, à mon sens, tout de même trop peu pour performer par rapport à ce qu'il, là où il devait être. Bon, peut-être que je suis dur, vous me le direz, mais pour moi, Tsunoda, cette saison, c'est vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. Il y a pas, pour moi, il y a peu de débat en vrai, hein. Parce que, encore une fois, indépendamment du pilote, hein, du niveau du pilote, dans la globalité de sa carrière en Formule 1, Tsunoda, il a été un bon leader d'équipe l'année dernière du côté de chez, non pas en 2025, mais en 2024, du côté de chez Racing Bulls. Il méritait d'aller du côté de chez Red Bull, mais ce passage du côté de chez Red Bull l'a un petit peu condamné. Et de toute façon, pour moi, Tsunoda était de toute manière condamné à ne plus rester après 2025 sur la grille de F1. Je pense qu'il aurait dû chercher vraiment à partir et à ne pas s'accrocher à l'univers Red Bull à l'issue de la saison 2024 de Formule 1 et regarder ce qui pouvait se passer du côté de chez Aston Martin, regarder ce qui pouvait se passer réellement, mais pas seulement s'intéresser, mais réellement explorer l'idée de partir de Red Bull pour aller du côté de chez Aston Martin, là où il y aura Honda l'année prochaine d'une manière exclusive. Mais je pense qu'il s'est peut-être un peu trop accroché à l'univers Red Bull et c'est ce qui lui a causé sa perte. Malheureusement, c'est beau ce que je dis. Voilà pour Tsunoda, en tout cas catastrophique à mon sens sur cette saison 2025. Passons au pilote qui est au-dessus, Lance Stroll. J'ai pas vraiment de choses à dire sur la saison de Lance Stroll. J'ai vraiment Lance Stroll en termes de points. Marqué des points sur le premier Grand Prix en Chine. Après, il n'y a pas de points jusqu'à Miami. Il met des points en Grande-Bretagne. Il n'a jamais mis plus de 8 points sur un Grand Prix, Lance Stroll, cette saison. Je conçois que l'Aston Martin n'était pas fantastique cette saison. C'était une voiture ok tiers. D'ailleurs, Aston Martin a terminé cette saison au constructeur, non plus à la 5e place comme ils en avaient l'habitude, mais ils ont terminé 7e. Signe d'une voiture qui n'était vraiment pas au niveau espéré, parce qu'il y en a que certains ont sans doute payé le prix, genre c'est qui est parti dernièrement? Il y a Andy Cowell qui n'est plus le team principal de l'écurie, mais il y a une autre personne qui a quitté Aston Martin il y a quelques jours. Ah oui, Dan Fallows qui a certainement payé le prix des mauvaises performances d'Aston Martin cette saison, pour laisser réellement mettre Adrian Newey désormais dans la conception de la voiture de 2026, dans la finalisation de la création de la voiture, de la nouvelle réglementation. Voilà, je pense que je comprends que certaines personnes n'aiment pas Lance Stroll, mais pour moi c'est une saison non pas catastrophique, c'est une saison mouais. Pour moi, Lance Stroll, c'est mouais cette saison. En fait, c'est surtout que j'ai pas vraiment de débat à avoir sur Lance Stroll parce que sa saison, elle est juste. Il a fait une saison de Formule 1. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu plat. C'est un peu yaourt nature sans saveur. Ouais, j'ai pas plus de choses à dire sur Lance Stroll. C'est yaourt nature sans saveur. Donc voilà. Lance Stroll, d'ailleurs, qui est en Formule 1 quand même depuis un certain temps. Hein. Depuis 2017, il est là. Hein. Ça fait 8 ans qu'il est là. Il va peut-être faire sa 9e ou 10e saison de Formule 1 l'année prochaine. Ça fait déjà bien longtemps qu'il est là quand même, Lance Stroll. Hein. Esteban Ocon. Il y a débat. Il y a débat sur Esteban Ocon. Alors vous savez qu'on apprécie énormément Esteban et que il est dans un tout nouveau projet avec l'écurie Toyota Haas l'année prochaine d'ailleurs. Je trouve que le début de saison est vraiment très très bon. Surtout avec une modeste Haas, je pense qu'on peut dire ça comme ça, une modeste Haas. Mais la deuxième partie de saison, c'était vraiment très 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 dur. Mis à part le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, qui a été très bon, très solide quand même pour Esteban Ocon. Pourtant, alors que le samedi, ça a été très très dur pour lui en séance de qualification. Il se sentait très très mal. Le vendredi, pardon, c'est là où il se sentait très mal, pas le samedi. Et pourtant, il a bien rebondi le samedi et le dimanche pour aller me chercher des gros points. 6 points marqués du côté de Abu Dhabi. Mais Esteban Ocon, c'est vrai que souvenez-vous du premier Grand Prix de la saison, c'était nullissime pour Haas avec la voiture qui, à mon sens, n'était visiblement pas prête pour l'Australie. Par contre, en Chine, bon redressement. Hein. 10 points marqués pour Esteban Ocon avec une remontada exemplaire qui a fait certainement le meilleur Grand Prix de sa saison en Chine. Malheureusement, c'était que le deuxième, donc derrière, pour enchaîner pour la suite de la saison, c'était compliqué. Donc ouais, Esteban, 15e au total cette saison, avec 33 points marqués, on a marqué 33
38 points marqués pardon, pour Esteban Ocon, à égalité avec Liam Lawson qui en a marqué 38. On parlera de Liam juste après. Mais si on est honnête, est-ce que c'est une saison, franchement, ça va? Bonne saison, je dirais pas ça. Je suis très clair, même on va être objectif. Est-ce que c'est une saison, franchement, ça va? Ou c'est une saison qui est moins au même niveau que Lance Stroll? Et aussi, il y a le comparatif par rapport à son coéquipier, hein, à Esteban Ocon. Ocon, il met 38 points. Burman, il en met 41. C'est un peu dur. C'est un petit peu dur. Un petit peu dur. Mais je vais prendre une décision. Je le mets en franchement, ça va. Franchement, ça va parce qu'il y a le contexte. C'est une première saison avec As en F1. C'est un tout nouveau projet. Le fait de partir d'Alpine et de s'engager dans une toute nouvelle écurie avec un projet qui est très solide et très intéressant, avec un patron qui est extrêmement intelligent, qui est Hayao Komatsu. Et ça peut arriver des bas pour un pilote, mais quand tu regardes la globalité de la saison, il y a de quoi être fier quand même pour Esteban Ocon, même si la saison n'a pas été, c'est pas sa meilleure saison en Formule 1, très loin de là bien sûr, mais c'est une saison qui est, franchement, ça va. Franchement, pour moi c'est le bon terme par rapport à Esteban Ocon. Liam Lawson qui a terminé 14e de cette saison, à égalité de points, donc je le disais, avec Esteban Ocon. Liam Lawson, alors Liam Lawson, en vrai de vrai, je sais pas si je peux vous montrer les stats de Liam Lawson. Liam Lawson, il est là. Ça dégage, ça dégage. Alors Liam Lawson. Les stats de Liam Lawson cette saison, je vais mettre en comparatif avec un Ocon. Tiens, on va mettre Ocon en comparatif. Moi j'ai demandé sur la saison, voilà, et voilà. Alors, je regarde juste les stats de Liam Lawson. Liam Lawson, cette saison, il a mis 38 points. Il a mis en... Il n'y a pas beaucoup de trucs. Hein. En qualification, il a terminé... Il a été supérieur en qualification à Esteban Ocon notamment, ce qui est plutôt intéressant. C'est vrai que la saison de Liam Lawson, je suis un peu... Je la trouve pas belle en fait, la saison de Liam Lawson. Pour moi, Liam Lawson, bon, déjà sur les premiers Grands Prix, il met pas de points. Il met ses premiers points de la saison seulement du côté de Monaco, ce qui est un exploit en soi, au vu des débuts très difficiles pour lui. Il y a un contexte. Lawson, je rappelle qu'il a commencé chez Red Bull 2 Grands Prix, il se fait débarquer, ce qui était pour moi assez inadmissible, mais c'était les jeux de Christian Horner à l'époque, on s'en souvient. Publiquement d'ailleurs, souvenez-vous, critiqué par Max Verstappen. Monaco, il prend 4 points. En Autriche, il prend 8 points. Très gros résultat en Autriche. 4 points marqués chacun sur Belgique et la Hongrie. Et surtout en Azerbaïdjan, il te met 10 points. 10 points. Gros résultat pour Liam Lawson en Azerbaïdjan. Et ensuite, ça remet des points uniquement au Brésil et des points uniquement au Qatar. Mais pour moi, c'est une saison où ça va. Mais si on regarde le contexte de Liam Lawson, ça devait être mieux, je pense. Surtout par rapport au comparatif de Isaac Hadjar, qui lui est arrivé, rookie flamboyant, intrinsèquement nettement plus rapide, je trouve, que Liam Lawson, même par rapport à Yuki Tsunoda. Et j'aurais aimé, par contre, voir un Yuki Tsunoda rester toute la saison du côté de Racing Bulls pour avoir un vrai comparatif entre Hadjar et également Yuki Tsunoda. Mais bon, c'était Liam Lawson. Mais le comparatif Lawson-Hadjar, tu voyais que Hadjar était nettement supérieur, plus vite, intrinsèquement, je le disais, nettement supérieur, et surtout une efficacité qui était bien plus présente du côté de Isaac Hadjar par rapport à Liam Lawson. Je rappelle que Lawson, c'est sa première saison complète en Formule 1, c'est vrai. Il y a un contexte où, dans sa première saison, il a vécu un bas qui a été très très dur, qui a dû être très très dur à vivre. Mais même malgré tout ça, je pense qu'il faut être aussi objectif. Et c'est pas l'avocat du diable qui va remporter le pari. Donc, moi, je pense pour Liam Lawson pour cette tier list. Je pense que moi, c'est plutôt le bon résultat. Oli Burman. Ah bah Oli Burman, là, c'est minimum bonne saison. Hein. Voire même masterclass, hein, parce que Oli Burman, première saison F1, après des premiers Grands Prix qu'il avait réalisés en 2024. Le premier était au Grand Prix d'Arabie Saoudite, où il avait
j'ai envie de dire, où il avait remplacé Carlos Sainz du côté de la Scuderia Ferrari lorsqu'il avait eu la Padicite en Arabie Saoudite. Du coup, très bon premier Grand Prix F1 au Liberman, avec un niveau qui était quand même assez élevé pour un pilote qui n'avait fait qu'une seule séance d'essai libre au volant de cette SF24 à l'époque. Ensuite, il avait remplacé Kevin Magnussen du côté de chez Haas pour une fois quand il était malade et une fois quand il était suspendu pour un Grand Prix. Kevin Magnussen à cause de la super licence. Et puis la première saison, ça a peut-être été un peu difficile au début, mais régulièrement dans les points au début. Genre en Australie, on oublie, mais la Chine, 4 points, 10e et 10e au Japon et à Bahreïn, pour ensuite avoir un gros passage à vide pendant quand même que Esteban Ocon marquait des points par-ci par-là. Et ensuite, il a de nouveau remarqué des points en Belgique. Aux Pays-Bas, 8 points. Et il prend une 4e place quand même, 4e ou 5e au Mexique. 8 points aux Pays-Bas, 2 points en Singapour, 2 points aux États-Unis. 12 points donc de cette 4e place au Mexique. 8 points au Brésil, 1 point à Vegas, c'est plus de points jusqu'à la fin de la saison, mais 41 points. Pour moi, c'est au vu du contexte également, je répète encore une fois ce mot, mais au vu de la situation du contexte de Haas et également de Lieberman, on est sur une saison qui est vraiment très bonne. Très très bonne pour Lieberman, pour sa toute première campagne en F1. Pour moi, c'est bonne saison. Je suis pas loin de mettre en masterclass. Franchement, je suis pas loin de mettre en masterclass pour Lieberman. Mais je pense que masterclass aurait été un podium pour moi. Peut-être que c'est ça qui manque. Peut-être à la limite, les amis. Donc ouais, voilà pour Lieberman, pour le Britannique. On remonte pour Isaac Hadjar. Isaac Hadjar qui a terminé 12e de cette saison. C'est dommage, il aurait pu être dans le top 10. Hadjar qui a terminé 12e à 51 points. Il a 51 points au compteur. Le top 10 était à 56 points avec Fernando Alonso. Il a dû un peu difficile pour lui, c'est dommage. Mais en plus, j'ai cru comprendre qu'il avait un petit peu... comment dire, qu'il n'avait pas kiffé, qu'il aurait kiffé être dans le top 10 et que ça l'a un petit peu chagriné. Mais bon, c'est dommage. Pour lui. Bref, on retourne sur Isaac Hadjar. Hadjar, dans la tier list, déjà, je le mets au minimum bonne saison. Je pense qu'il va y avoir un débat si oui ou non on le met en masterclass. Hadjar qui a marqué régulièrement des points. Alors, mis à part l'erreur au Grand Prix d'Australie au départ, où je rappelle que même Carlos Sainz a fait cette même erreur aussi. Au Grand Prix d'Australie. Il met des points au Japon. Et points en Arabie Saoudite, points à Imola, points à Monaco, points en Espagne. Monaco, je réinsiste là-dessus. J'insiste là-dessus, mais à Monaco, quand même, en essai libre, il essaye de trouver ses marques et il fait des erreurs et il casse la voiture. Pourtant, en course, il va mettre des points derrière avec une l'aide, bien sûr, de Liam Lawson, c'est vrai, il faut le noter. Avec le train qu'il a créé, Liam Lawson. Bon jeu d'équipe de Racing Bulls, mais de la finalité, c'est quand même un bon rebond pour justement Isaac Hadjar. Il met également des points à Isaac en Espagne. Il met des points en Belgique. C'est ça qui a un petit passage à vide entre l'Autriche, la Grande-Bretagne et la Belgique. Puis il met des points en Belgique, pardon. Pas de points en Hongrie. Par contre, podium aux Pays-Bas. Le podium aux Pays-Bas, c'est ça va peut-être être bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, j'étais pas choqué non plus de voir Isaac Hadjar faire un podium cette saison. On était tous très heureux, bien sûr, pour le pilote franco-algérien, mais pour moi, c'était pas quelque chose auquel je ne m'y attendais pas. Je savais qu'il allait y avoir une opportunité cette saison, je l'avais dit d'ailleurs en début de saison. Et là, Isaac a fait une saison qui est pour moi... On va continuer le débat, hein, mais pour moi, c'est une masterclass comme saison, et c'est une saison qui prouve qu'il mérite totalement sa place du côté de chez Red Bull. Et l'année prochaine, il sera chez Red Bull, Isaac Hadjar, totalement mérité. Et ce sera potentiellement un nouveau vainqueur de Grand Prix français dans l'histoire de la Formule 1. Isaac Hadjar, j'en ai franchement confiance par rapport à l'année prochaine. Mais surtout, la saison qu'il a affichée dans cette campagne 2025 est à un niveau qui me fait penser à Verstappen. De toute façon, Red Bull, Verstappen à ses débuts par rapport à cette fureur sur la piste et à cette justesse et à cette intelligence de course qu'il a quand même et à cette progression constante qui me fait penser qu'on peut avoir un pilote dès l'année prochaine qui fait penser bien sûr à Verstappen à ses débuts, mais qui me fait aussi penser que cette intelligence de course et cette performance, cette aliénation des dieux, et ben ça peut permettre à Hadjar de devenir vainqueur de Grand Prix dès l'année prochaine du côté de chez Red Bull. Et puis pour la suite de la saison quand même, hein, Isaac, hein, c'est 1 point marqué en Italie, 1 point marqué en Azerbaïdjan, 4 points marqués au Brésil et 8 points marqués à Vegas.
et 51 points au total au compteur, malgré des grands prix sur la fin de saison où il avait une voiture Racing Bull n'arrivait pas à la mettre en valeur pour permettre à ses pilotes de performer. Donc voilà pour Isaac Adjar. Il y a un débat pour est-ce que c'est une bonne saison masterclass, mais pour moi, c'est mon avis, c'est une masterclass comme saison. C'est quand même marrant, j'ai mis les deux pilotes français, deux pilotes sur 3 français, 2 qui sont en masterclass et un qui en franchement ça va. Bon, peut-être qu'on est chauvin. Nico Hülkenberg. Alors Nico Hülkenberg, petit débat. Alors forcément le comparatif par rapport à Gabriel Bortoleto, il est là. Hülkenberg qui termine 11ème de la saison, Bortoleto qui termine 19ème avec 19 points. Il a mis combien de points Nico Hülkenberg? Il a mis 51 points à égalité, je le rappelle, avec Isaac Adjar. Nico Hülkenberg, pilote allemand, qui a marqué des points sur le premier Grand Prix en Australie avec Sauber, puis ensuite pas de points jusqu'en Espagne. Espagne, 10 points au total pour Nico Hülkenberg. On rappelle qu'il y avait eu l'abandon de Lando Norris, donc ça l'a aidé, mais quoi qu'il en soit, le pace était réellement là grâce à son expérience et son efficacité. Nico Hülkenberg. Canada, 4 points. Pas du tout, non, pardon, au Canada, c'était au Canada l'abandon de Lando Norris. En Espagne, il n'y a pas eu d'abandon majeur. Canada, 4 points, 2 points en Autriche et le podium en Grande-Bretagne pour Nico Hülkenberg, son premier podium en Formule 1 après être entré en Formule 1 en 2010. Puis ensuite pas de points jusqu'aux États-Unis. 2 points au Brésil, 6 points à Vegas avec également 2 points à Abu Dhabi, pardon. Donc pour moi en vrai Nico Hülkenberg, surtout avec le podium magnifique qu'il a réalisé en Grande-Bretagne, me fait dire, par rapport également au contexte de la situation de l'écurie et au contexte de la voiture, me fait dire que je mets ça au même niveau que Gabriel Bortoleto. C'est une très bonne saison. Franchement, une très bonne saison de Nico Hülkenberg. Peut-être que certaines personnes ne s'y attendaient pas, au vu peut-être de son âge et au vu peut-être de Sauber. Et beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ce que Sauber évolue autant entre 2024 et 2025. Mais la reprise en main de Mattia Binotto, de Jonathan Whitley et également de James Kay en tant que directeur technique pour préparer bien sûr l'arrivée d'Audi en 2026, et l'argent arrivé également du Qatar, puisque je rappelle que le Qatar a pris des parts majeures quand même dans l'écurie Audi, qui était d'ores et déjà en fait présente par rapport aux parts de l'écurie. Il faut savoir que Audi est déjà à 100% actionnaire de l'écurie Sauber, et ce depuis début 2025. Donc de toute façon Audi était déjà présente en Formule 1 d'une certaine manière, encore une fois je le rappelle. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis content de la saison de Sauber, et c'est pour ça qu'en cumulé, Bortoleto et Hülkenberg, ils ont fait tous les deux une très bonne saison. Bonne saison. Voilà. En tout cas, voilà pour le pilote allemand. Fernando Alonso. Alors Alonso, on rentre dans le top 10. 10e de cette saison 2025. Fernando Alonso. Il n'y a pas de podium malheureusement pour l'Espagnol. Je suis un peu embêté parce que je dirais pas que c'est une bonne saison pour tonton Fernando ou papa Fernando. Mais il n'y a pas de points quand même jusqu'au Grand Prix d'Espagne. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Grands Prix sans points pour Fernando Alonso jusqu'en Espagne. 2 points en Espagne, 6 points au Canada, 6 points en Autriche, 2 points en Grande-Bretagne, pas de points ensuite en Belgique. Points en Hongrie, points aux Pays-Bas, pas de points en Italie, en Azerbaïdjan, points à Singapour, points également aux États-Unis, et ensuite pas de points. Et par contre, la fin de saison, Vegas magnifique, Qatar magnifique, et ça lui fait une grosse razzia de points. Oui, Qatar, points, et Abu Dhabi, points également. Vegas, il ne mérite pas de points, excusez-moi. 3 points également au Brésil. Ça a été une saison pour moi ok tiers pour Fernando Alonso, certainement pas l'une de ses meilleures. Je pense que c'était peut-être sa pire saison du côté de chez Aston Martin, Fernando Alonso. Donc, je suis vraiment partagé entre le franchement ça va et le mouais. Le niveau de Fernando Alonso est magnifique, il n'y a pas de souci là-dessus. J'attends toujours de savoir, j'attends de voir comment ça se passera en 2026 pour Fernando Alonso, ce qui pourrait d'ailleurs sa dernière saison en Formule 1, Fernando Alonso l'année prochaine, donc profitons-en du GOAT, pour certains. Mais je suis pas, j'ai pas non plus été estomaqué par la saison d'Aston Martin. Donc c'est pour ça que Fernando Alonso, je mets pas en mouais, mais je suis pas loin de mettre en mouais. Mais le franchement ça va,
je pense qu'il est bien payé par rapport au niveau de Fernando Alonso cette saison. C'est comme pour Pierre Gasly, dans une... je tape le micro, excusez-moi. C'est comme pour Pierre Gasly, dans une autre mesure. Alonso a sublimé Aston Martin, mais à un niveau, il ne pouvait pas aller au-dessus. Gasly, c'est pareil. Pour moi, je le mets à un niveau masterclass, parce que pour le coup, il avait vraiment un matériel qui n'était pas fait pour 2025 par rapport à la concurrence. Ils étaient à des années-lumière, j'ai presque envie de dire ça, dans la convergence de performance de 2025, Alpine par rapport à la concurrence. Pourtant, Pierre Gasly a quand même réussi à marquer 22 points. 22 points cette saison, ce qui est plus d'ailleurs que Gabriel Bortoleto. Donc c'est pour ça que je mets en masterclass. Alonso, je suis plutôt une saison dans une optique, franchement ça va, parce que la voiture n'était pas si dégueulasse que ça. C'est vrai qu'elle était mauvaise, c'est vrai, ça il faut le dire, par rapport aux précédentes versions, mais pas non plus... et peut-être mieux à faire. Après, je vais faire un peu l'avocat du diable sur ce terme-là, mais faut quand même se rappeler que par rapport à ce que j'ai dit au début, on est quand même dans une bataille du milieu de midfield qui était vraiment très très dure cette saison. Ça se bagarrait sur tous les grands prix, ça devait être tellement intense dans les écuries pour trouver des solutions et des upgrades et trouver des dixièmes par-ci par-là pour se battre vis-à-vis de la concurrence. Donc ça remettre aussi dans ce contexte, mais ça n'empêche pas moins que je vais rester sur un franchement ça va pour la saison de Fernando Alonso. Carlos Sainz. Alors sachez que Carlos Sainz et Alexander Albon, ce qui se suivent au classement, hein, Carlos Sainz 9e du classement avec 64 points et Albon 73 points. Alors oui, Albon a terminé devant Carlos Sainz, mais Carlos Sainz, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat sur Carlos Sainz parce que le début de saison de Carlos Sainz, j'ai repensé à ça pendant que je préparais l'émission, je me dis... Le début de saison de Carlos Sainz, c'est pas réellement fantastique non plus. Parce que Sainz, qui a fait sa première saison avec Williams, je le rappelle, transfuge malheureux de la Skoda Ferrari. Et je pense qu'il doit plus être très malheureux finalement quand tu regardes la situation de la Skoda Ferrari, Carlos Sainz et la situation de Williams aujourd'hui. Début de saison, Carlos Sainz, accident en sous-safety car, je rappelle, en Grand Prix d'Australie, sous la pluie. Chine, 10e place, ou du moins un point marqué en Chine. Je sais plus si c'est en sprint ou en course, vous me le direz. Japon, pas de points. Bahreïn, pas de points. 4 points marqués en Arabie Saoudite. Point marqué du côté de Miami. Point marqué également du côté de l'Émilie-Romagne. 1 point marqué du côté de Monaco. 10e place. Pas de points en Espagne. Point au Canada. Un seul. 3 points seulement du côté de la Belgique. Par contre, après, jusqu'en Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, il met un podium fantastique. Et après, il met nettement plus de points sur la deuxième partie de saison. 1 point à Singapour, c'est vrai. Mais 6 points marqués aux États-Unis. 10 points marqués à Vegas et 16 points marqués au Qatar pour une finalité de 64 points. Et en fait, moi, c'est le comparatif entre Sainz et également, je vais mettre Albon. Vous allez voir que jusqu'au... Ah, je me mets là. Pour ceux qui sont sur un podcast, je suis en train de montrer les statistiques et le comparatif entre, comment s'appelle-t-il, entre Alexander Albon et Carlos Sainz. Si vous le voyez pour ceux qui sont sur YouTube, je vous le dis pour ceux qui sont en podcast, au 16e Grand Prix de la saison, donc avec l'Azerbaïdjan, Alexander Albon avait marqué 70 points et Carlos Sainz avait marqué seulement que 31 points. Donc, et avant ça, hein, Carlos Sainz avait marqué que 16 points au 15e Grand Prix de la saison en Italie et Alexander Albon 70 points. Donc Albon en Azerbaïdjan n'avait pas marqué de points. Donc, bon, il avait marqué quasiment la moitié des points, et même plus d'ailleurs, non ? Ouais, il avait marqué quasiment moitié de points en Azerbaïdjan que ce qu'il avait marqué effectivement lors de la première partie de saison, ou du moins avant ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. À bas coup, c'est pour ça que je suis un peu partagé par rapport à Carlos Sainz, parce que oui, à partir de l'Azerbaïdjan, il te fait quand même une fin de saison qui est magnifique, avec le quasi-podium du côté du Qatar. Pas du tout quasi-podium, il avait fait podium au Qatar, il me semble, non ? Pourquoi ça ne me l'ont pas noté d'ailleurs ? Ouais, ils ne m'ont pas noté le podium au Qatar. Bon, il fait eu 2 podiums cette saison, ce qui est absolument fantastique. Mais je reste un petit peu amer par rapport à son début de saison. Je pense que vous le comprenez. Donc est-ce qu'on reste vis-à-vis de Carlos Sainz sur une question finale, on regarde juste la fin de saison en se disant « Ah, il a fait une bonne saison, ça sauve sa saison ». Et encore je dis ça, je dis ça sauve sa saison, mais c'est vrai que c'est la deuxième partie de saison, sauf clairement la campagne 2025 de Carlos Sainz. Ou est-ce qu'on regarde l'ensemble de la saison ? Si on regarde l'ensemble de la saison, est-ce qu'on peut dire qu'il fait une bonne saison, même s'il y a 2 podiums sur la fin ? C'est tout un débat. Et quand on regarde par rapport à Alexander Albon, pareil, mais d'une manière inverse. Il fait une bonne première partie de saison. Par contre, à partir Albon
après l'après Grand Prix d'Italie, il met que 3 points jusqu'à la fin de la saison, hein, Alexander Albon. Hein. Donc il a marqué 70 points jusqu'au Grand Prix d'Italie. Par contre, après, il a marqué que 3 points entre le 16e Grand Prix de la saison et le 24e et dernier. Je suis un peu partagé, mais je vais prendre une décision. Albon, c'est une énième saison du côté de chez Williams, et il est revenu chez Williams à partir de la saison 2022. Voilà, comparatif par rapport à Carlos Sainz, qui est l'un des meilleurs pilotes de la grille. Il y a le contexte que Sainz c'était sa première saison à F1 avec Williams, pardon. Et Albon, c'est son énième saison. Donc, si on regarde au niveau du contexte, bah, c'est une bonne saison pour Carlos Sainz. Et franchement, ça va par rapport à Alexander Albon. Je vais pas mettre ouais non plus. Mais je veux dire, franchement, ça va parce qu'il a terminé quand même au classement devant à Carlos Sainz. Mais la fin de saison met quand même une bonne pression sur Albon par rapport à ce qu'a réalisé Carlos Sainz vis-à-vis de ce qui va se passer en 2026, où on attend un moteur 2026 Mercedes absolument tonitruant. Donc voilà. On a hâte de voir. J'ai mis Alexander Albon également, donc franchement ça va, donc on peut passer au suivant. Et là on va rentrer dans ceux qui ont marqué plus de 150 points, ou 150 points minimum, puisque je rappelle que Albon a marqué que 73 points et Sainz 64 points. Là on passe dans le top 7 avec Andrea Kimi Antonelli. Alors Andrea Kimi Antonelli, bonne question, et c'est un peu pareil que par rapport à Carlos Sainz, parce que Sainz, la première partie de saison n'était pas fantastique. Antonelli, c'est un peu pareil, sauf que lui, Antonelli, il a vraiment une tournée européenne qui est vraiment immonde. Hein. Alors oui, c'est un pilote qui est rookie en Formule 1, qui a commencé sa carrière en Formule 1 en tant que pilote à l'âge de 18 ans, pilote le mieux préparé à la Formule 1, pilote rookie le mieux préparé de l'histoire de la F1, avec plus de 9000 km en essai privé grâce à Mercedes, un pilote formaté pour la Formule 1. Mais sa première partie de saison pour Andrea Kimi Antonelli, ou du moins la tournée européenne, la tournée européenne d'Andrea Kimi Antonelli était très très dure pour l'Italien. Alors c'est vrai qu'en Australie, il fait une masterclass, il termine 4ème, si je ne me trompe pas, avec une remontada fantastique sous la pluie. Australie 4ème, Chine 10 points, Japon 8 points, Bahreïn pas de points, Arabie Saoudite 8 points, 10 points marqués à Miami avec une pole position pour la sprint. Et après, podium au Canada, c'est vrai. Mais alors, si vous enlevez le Canada dans la tournée européenne, c'est 0 points marqués. C'est 3 points marqués. Dans la tournée européenne, où dedans, il y a effectivement le Canada, mais dans la tournée européenne, vous avez seulement 3 points marqués pour Andrea Kimi Antonelli durant la tournée européenne. C'est très très peu. Trop peu d'ailleurs, à mon sens. 15 points donc marqués effectivement au Canada avec son podium. Il fait 2 autres podiums effectivement au Brésil et à Vegas dans la deuxième partie de saison. Et il termine bien, hein. Il termine vraiment bien. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé le week-end du Grand Prix du Brésil d'Andrea Kimi Antonelli, où du début jusqu'à la fin il était dans les clous. Il était vraiment au-dessus d'ailleurs par rapport à George Russell, ce qui est un bon signe par rapport à l'avenir du jeune Italien, et par rapport à 2026 par rapport donc à George Russell. Vegas, il met podium, également 15 points avec la double disqualification des McLaren, mais ça n'enlève rien à sa performance sur l'ensemble de l'année, donc sur l'ensemble de ce week-end de Grand Prix, sachant qu'en plus, en séance de qualification, il n'a pas été bon, il n'est pas sorti de la Q1 si je ne me trompe pas à Las Vegas, et pourtant, il termine dans le top 10 avec un relais fantastique à Las Vegas, justement, Andrea Kimi Antonelli. Donc voilà, c'est à mettre en valeur le Grand Prix de Las Vegas, le week-end du Grand Prix de Las Vegas d'Antonelli, mais également le même week-end auparavant du Brésil. Donc, est-ce que c'est une bonne saison pour Andrea Kimi Antonelli, ou une saison franchement ça va? Contexte d'un pilote qui est rookie, sur lequel il était dans un apprentissage, sur laquelle saison pardon, où c'était vraiment un apprentissage de la Formule 1, de l'univers de la Formule 1, à seulement 18 ans, 19 ans désormais Andrea Kimi Antonelli. Je suis partagé, pour moi ça peut être qualifié de bonne saison, bonne première saison en Formule 1, je rappelle, au vu du contexte pour le jeune pilote italien qui a aujourd'hui 19 ans. Pour Antonelli, ça peut, franchement, il y en a qui vont peut-être le mettre en franchement ça va, ce que je comprendrais totalement, mais du point de vue contextuel, je pense que je le mets en bonne saison. Donc voilà. Sir Lewis Hamilton. Alors, Sir Lewis Hamilton, parlons-en. Ah, là, il y en a je suis sûr qu'il y en a, ils ont entendu le nom de Sir Lewis Hamilton, ils se sont dit, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes, et je comprends tout à fait qu'il va y avoir des problèmes, parce que on va pas certainement être du même avis. Je vais même me mettre en plein écran, pour ceux qui sont en podcast, je me mets en plein écran, mais
pour vous parler de mon avis par rapport à Sir Lewis Hamilton. La saison a été cauchemardesque pour moi, et surtout, j'ai pas peur de dire que la première saison d'Hamilton chez Ferrari a été un fiasco. Pour moi, Hamilton chez Ferrari, première saison, c'est un fiasco. C'est peut-être des mots durs, vous allez peut-être me trouver dur, mais pour moi, je ne vois pas d'autres termes. Parce que on est sur le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1. On était sur une hype en début de saison du plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, statistiquement parlant, avec l'écurie la plus historique. Ferrari n'avait pas le droit de produire d'avoir un tel environnement pour accueillir Lewis Hamilton. On est tous d'accord là-dessus. C'est pas essentiellement le niveau du pilote que je vais accabler, c'est plutôt Ferrari. Et c'est pour ça que pour moi, la saison, on peut la qualifier de catastrophique. Elle est catastrophique. Même Lewis Hamilton lui-même, himself, le dit. La saison a été cauchemardesque. Il a même dit, Lewis Hamilton, faut quand même se rappeler que le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, je le rappelle, et statistiquement parlant, a quand même dit qu'il se sentait inutile pour Ferrari. Alors oui, il était sous le coup de la déception et de la tristesse par rapport aux performances qu'il avait cette saison à certains Grands Prix. Mais on a quand même vu un pilote qui traînait son spleen tout au long de la saison parce que Ferrari n'a pas pu lui permettre d'avoir le matériel lui permettant de performer à son juste niveau. Hamilton, il n'a pas perdu du jour au lendemain tout son niveau et toute son excellence. Non, très loin de là. Maintenant, il y a aussi un autre point que j'ai envie d'aborder, c'est la question des 3 derniers Grands Prix de la saison. Alors oui, Hamilton, la saison a été cauchemardesque, a été un fiasco, grandement la faute à la Scuderia Ferrari. Cependant, je pense qu'on peut aussi mettre une certaine faute sur Lewis Hamilton. Je suis un immense fan de Lewis Hamilton, vous le savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur mes différents réseaux. Je suis un immense fan de Lewis Hamilton. C'est lui qui m'a donné envie de travailler dans le monde de la Formule 1. Et par rapport à 2008 et ensuite, j'ai toujours été un immense fan et aficionados de Sir Lewis Hamilton. Cependant, il faut être objectif. Les 3 derniers Grands Prix de la saison de Lewis Hamilton... Non, je suis désolé, non. Tu peux pas te faire éliminer 3 fois de suite en Q1. Ah là, il a marqué l'histoire de Ferrari en Formule 1. Là déjà, oui, mais pas de la bonne manière. Je pense qu'il y a des choses à dire sur Ferrari, à critiquer sur Ferrari, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense qu'on peut aussi critiquer Lewis Hamilton du point de vue des 3 derniers week-ends de Grand Prix de cette saison 2005 de Formule 1 où tu te fais éliminer 3 fois de suite en Q1. C'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Donc, et surtout, il y a un point moi qui m'a un peu déplu par rapport à Hamilton. C'est le fait de ne pas pouvoir peut-être se remobiliser. Je m'explique. Leclerc, depuis qu'il est chez Ferrari, il en a vécu. Il en a vécu des situations vraiment dramatiquement sportives, des erreurs stratégiques, des erreurs d'analyse, des erreurs de setup également chez Ferrari. Il a tout eu, Charles Leclerc. Mais sur cette saison 2025, si on fait le comparatif, Leclerc et Hamilton, ils avaient la même voiture. Leclerc et Hamilton, ils avaient la même voiture, la SF25, qui a été clairement une voiture ratée et mal née pour la réglementation précise de 2025. Surtout quand on a changé la voiture à 99% par rapport à la voiture de 2024. Bon. Ce qui était une erreur de changer autant, et de prendre un aussi gros risque, surtout quand tu accueilles le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, à savoir Lewis Hamilton. Maintenant, quand tu regardes Leclerc a été déçu, il a montré beaucoup de déception. Mais il n'a pas été aussi accablant dans la déception que l'était Lewis Hamilton. Et en fait, ça, c'est un regard extérieur, un avis extérieur, je dis bien que c'est un avis extérieur. Pour moi, c'est la tristesse constante d'Hamilton tout au long de la saison en interview, bah ça peut mettre aussi un mal-être du côté de Maranello, un mal-être du côté des femmes et hommes qui essaient de se démener pour réparer les erreurs d'une personne qui n'est plus dans l'écurie, à savoir qui était Enrico Cardile, qui était le concepteur. C'est Enrico Cardile ou Walteri, l'un des deux, un Enrico en tout cas, qui est parti derrière chez Aston Martin. Il me semble que c'est Cardile qui est parti. Et c'était lui qui gérait, qui avait créé la SC25 et qui est parti au moment de la finalisation, au moment critique, pour ensuite partir du côté de Aston Martin.
Enfin, je crois qu'il est parti en période de jardinage. Donc voilà, et eux, ces femmes et hommes de Maranello, ils essayaient de réparer les erreurs de Gualtieri, enfin de Cardile, pardon, je vais y arriver. Ils essaient de réparer les erreurs. Tous les jours, en fait, tous les week-ends de Grand Prix, ils voyaient un pilote, qui est en plus un pilote qui a la plus grande aura aujourd'hui, la plus grande influence en Formule 1, qui arrive et tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, tous les dimanches soirs, déçu, accablé, avec des paroles fortes, en disant je me sens inutile, il se passe des choses à Maranello que je ne comprends pas. Il est parfois énigmatique aussi, Lewis Hamilton. Et en fait, au bout d'un moment, à force constamment de traîner un spleen et de se montrer négatif, la négativité vient également à Maranello. Et ça peut être dur de remobiliser après des femmes et hommes du côté de Maranello, du côté de l'usine de Ferrari, pour qu'ils continuent à essayer de trouver des solutions à certains problèmes. Et ça peut décourager. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est plutôt dans un sens où j'ai peur que Hamilton, par sa négativité, qu'on comprend totalement, attention, je comprends totalement qu'Hamilton soit négatif au vu de tout ce qu'il a vécu cette saison. Cependant, j'ai un peu peur que par cette négativité, ça décourage les gens du côté de Maranello, surtout en vue de l'une des saisons les plus importantes de l'histoire de la F1, à savoir la nouvelle réglementation 2026. Donc voilà. Maintenant, si on regarde par rapport à la tier list, Hamilton, où est-ce qu'on le met ? Si on regarde, je pense que vous en doutiez de là où j'allais le mettre. Mais pour moi, Hamilton, même s'il termine 6ème de cette saison à seulement... oula, pas du tout seulement. Hein, il a 6 points seulement d'avance sur Antonelli. J'ai du mal à imaginer le mettre autre part que catastrophique sa saison. Pour moi, la saison d'Hamilton, elle est juste catastrophique. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Hein. Si vous avez si vous voulez étayer un peu plus les propos, n'hésitez pas à aller le dire en commentaire sur la chaîne YouTube. Mais pour moi, il n'y a pas trop de débat en fait finalement par rapport à Hamilton. La saison elle est catastrophique. Donc ouais. Donc voilà. Charles Leclerc, 5ème place au classement. Il nous reste donc 5 pilotes. Charles Leclerc. Alors Leclerc, comparatif forcément par rapport à Lewis Hamilton, Leclerc a été nettement supérieur par rapport à Hamilton. Il a fait des pole positions, Charles Leclerc, cette saison. Je vais vous montrer ça, notamment par rapport aux statistiques. Alors, les statistiques, on avait dit Leclerc à 1000... Ah, il y avait un autre Hamilton en Formule 1, Duncan Hamilton, tiens, je sais pas. Alors, Compact Select Drivers. Alors... Hamilton, Leclerc, il a terminé avec 86 points d'avance quand même sur Lewis Hamilton. Il a terminé... il a fait une supériorité également. Hamilton a terminé seulement 4 fois durant la saison 2025 devant Leclerc en Grand Prix. Sinon c'est 20 à 6 quand même, 20 à 4 pardon, pour Leclerc. En termes de podium, 7 podiums pour Leclerc, 0 pour Hamilton. On rajoute comme ça pour Hamilton. En sprint, c'est un 3-3. Il n'y a pas de sprint wins. Ah si, il y a une sprint. Je rappelle que pour Hamilton, sprint wins également en Chine. Mais même avec ça, ça reste catastrophique la saison hein, pour Hamilton. Podium de sprint, 0 pour Leclerc cette saison, 2 pour Hamilton. En qualification, Leclerc a quand même mis un 19,5 à Hamilton. Et en pole, il y a une pole seulement cette saison pour Leclerc par rapport donc à Hamilton. Mais quoi qu'il en soit, mettre ne serait-ce qu'une seule pole pour Leclerc cette saison, c'est miraculeux. Pour moi, Charles Leclerc est le miracle de Ferrari. Il a été tellement fort cette saison. Je dirais pas que c'est sa meilleure saison avec Ferrari, très loin de là. Je pense que 2024, par rapport à son efficacité, à sa justesse, ça reste quand même sa meilleure saison, Charles Leclerc, par rapport aux résultats et aux multiples podiums qu'il avait. La régularité dans le top 5 Leclerc en 2024, c'est quand même exceptionnel. Mais en 2025, c'est moins bon, mais à mettre en perspective par rapport au matériel qu'il avait. Et c'est pour ça que je pense que 2025, pour moi, Leclerc, c'est une très bonne saison. Alors, je mets en bonne saison, mais on va dire très bonne saison. Pas masterclass, mais bonne saison quand même. Leclerc, leader de Ferrari aujourd'hui, sera leader certainement en 2026, à moins que Lewis Hamilton puisse avoir un regain d'espoir et un réveil, ou sinon ça peut être sa dernière saison en Formule 1 d'ailleurs, il faut le rappeler. Mais ouais, donc pour moi Leclerc c'est une très bonne saison pour le Monégasque, pas loin d'aller remporter le Grand Prix de Monaco d'ailleurs. Il a terminé 2ème, il était pas loin de la pole en plus à Monaco, donc
Ça aussi, c'est très fort. Alors, on rentre dans le top 4 pour eh bien, cette tier list avec George Russell. Russell, alors je sais que vous allez... Il y en a qui ont différents avis sur George Russell. Mais pour moi, Russell, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Hein. Pour moi, Russell, pour moi, c'est une masterclass cette saison. Je vais pas faire durer le suspense. Le leader absolu de Mercedes, sans aucun doute. Mais un leader qui n'a pas encore la confiance, qui n'a pas du tout la confiance pleine de son écurie. C'est dramatique. Pour moi, Russell fait sa meilleure saison en Formule 1. Des multiples podiums, une régularité qui lui permet de tenir à bout de bras l'écurie et Mercedes. Quand de l'autre côté, vous avez un jeune loup qui est Andrea Kimi Antonelli qui a fait une tournée européenne, on l'avait dit, catastrophique. Et pourtant, lui, il était toujours là pour permettre à Mercedes d'être dans les meilleures dispositions en termes de points. Efficacité, monstruosité, performance, 3 mots, et intelligence aussi, 4 mots, qui résument parfaitement la saison de George Russell en 2025. Pour moi, c'est une masterclass, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je le disais qu'il n'a toujours pas la confiance quand même de Mercedes. On rappelle que pour la saison 2026, George Russell a décidé de rester chez Mercedes une saison de plus, mais avec une option contractuelle une année de plus. Donc 2026 assuré, 2027, ce n'est pas assuré, mais il a une option dessus. Une option qui s'activera via des clauses de performance. En d'autres termes, il faut qu'il réalise certaines performances pour déclencher la clause. Est-ce qu'il doit avoir le plus de points qu'Antonelli, terminer dans le top 3 du championnat, devenir carrément champion du monde pour qu'il active sa clause contractuelle? Ça, on ne le sait pas. Cependant, pourquoi Mercedes a choisi de faire une clause contractuelle vis-à-vis de George Russell? C'est parce qu'il est toujours sous la menace, Russell, d'une potentielle arrivée de Max Verstappen du côté de chez Mercedes. Je trouve ça dommage aujourd'hui que Mercedes fasse ça à son leader d'écurie. Cependant, je le comprends totalement. Je le comprends totalement parce que Max Verstappen est le meilleur pilote du monde incontestablement et que Mercedes et Toto Wolff ne veulent pas laisser passer le meilleur pilote du monde qui peut potentiellement venir du côté de chez Mercedes. Ça n'en reste pas moins presque irrespectueux envers celui qui tient son écurie aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez un Antonelli qui n'a pas fait une incroyable saison, première saison en Formule 1. Voilà. On a dit que c'était une bonne saison, pas incroyable non plus. C'est pour ça que Russell, je trouve ça très très dur pour lui ce qui se passe aujourd'hui, de le voir finalement dans une difficulté claire, nette et précise par rapport à la situation contractuelle. Alors après, nouveau contrat, semblerait-il qu'il a eu une belle augmentation de salaire. Voilà, une belle augmentation de salaire, quand même, George Russell. Est-ce que ça va le consoler? Je sais pas. Lui qui peut potentiellement perdre sa place du côté de chez Mercedes à la fin de la prochaine saison 2026. Je vous permets d'ailleurs de vous dire que de faire, après cet épisode de Push Lap, d'aller voir l'épisode que j'ai fait sur les transferts F1. Voilà, les transferts F1 si ça vous intéresse. C'était le 2e ou 3e épisode de Push Lap d'ailleurs, si vous voulez aller le voir. Épisode spécial transfert F1 par rapport à ce qui se passera en 2026. Vous aurez toutes les informations contractuelles par rapport à ce qui se passera dès l'année prochaine. Vous allez comprendre pourquoi. On rentre dans le top 3. Top 3 du championnat. 3 pilotes qui se battaient pour le titre mondial sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Donc on va commencer par donc forcément Oscar Piastri. Piastri qui tout au long de la saison se battait pour le titre mondial. Il a été excellentissime du début jusqu'à le Grand Prix des Pays-Bas, où ensuite ça a été une déchéance de performance. On pensait qu'il avait gagné le titre aux Pays-Bas avec l'abandon et sa victoire, 25-0 dans la tête de Lando Norris, l'abandon de Lando Norris aux Pays-Bas, et pourtant il y a eu une chute de performance. Pourquoi la chute de performance? Ça reste un débat à avoir et qui existe toujours plutôt, mais qu'on a déjà eu très très longuement de toute façon durant cette année 2025, surtout après le Grand Prix des Pays-Bas. Pourquoi a-t-il chuté autant? Est-ce que c'était une question de mental? Est-ce que c'était une question d'environnement du côté de chez McLaren? Curieux d'avoir un peu plus les avis de Mark Webber, son manager, et également l'opinion d'Oscar Piastri lui-même. Moi, j'avais misé sur la question mentale, qui n'était pas prêt à se battre pour un titre mondial, qui n'avait pas encore les armes pour se battre sur la longueur, pour un titre mondial contre Max Verstappen, qui était l'ogre et le meilleur pilote du monde, qui a une multiple expérience, qui a une solidité pour se battre pour un titre, et également Lando Norris, qui était dans le cocon de toute façon McLaren depuis un certain temps, depuis à son avant Formule 1 de la McLaren Driver Academy,
Et également qui avait l'expérience de se battre pour un titre mondial avec ce qui s'est passé en 2024 contre Max Verstappen, quoi qu'on en dise. Il se battait déjà contre Verstappen en 2024 pour le titre. Donc tout en cumulé, je pense que c'est une question d'expérience et de ne pas avoir encore les armes. J'ajouterais également que Oscar Piastri, alors oui, il a gagné des titres en formule de promotion, notamment en F3 et en F2, mais c'était des saisons à 10-11 meetings. Il n'y avait pas aussi toute la pression que l'on peut avoir en Formule 1, mais la longueur on passe de 10-11 meetings à 24 Grands Prix. Donc ça aussi, c'est très très dur. Voilà, pour moi, c'est une question mentale. Donc maintenant, en cumulé, et quand on conjugue tout ça plutôt, même d'ailleurs, pour moi, Piastri, je vais mettre plus que franchement ça va. C'est pas une saison masterclass, c'est une bonne saison, une très bonne saison. On va mettre ça aussi en contexte que c'est sa 3e saison complète en Formule 1. Et que si dans sa 3e saison complète en Formule 1, il fait ça, il se bat pour un titre jusqu'au dernier Grand Prix, c'est beau. J'ajouterais même d'ailleurs un petit truc par rapport à Oscar Piastri. Le fait, Piastri qui perd le titre, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Pour moi, là, cette saison 2025 d'Oscar Piastri va lui permettre d'apprendre, de construire ses futurs titres en Formule 1, ou du moins ses futures batailles en Formule 1. Il y a des moments cette saison où on l'a trouvé un peu en deçà, vraiment en deçà, même mentalement, et même en termes de leadership par rapport à Lando Norris. Je prends l'exemple de Singapour. Singapour, il laisse la porte ouverte à Lando Norris. Lando Norris en profite, va en contact avec Oscar Piastri, mais par ce contact-là, il montre à Oscar Piastri et Lando Norris qu'il veut devenir champion du monde et qu'il va tout faire pour devenir champion du monde. Oscar Piastri, on l'a senti un peu laxiste et pas et qui s'est laissé un peu faire en laissant autant la porte ouverte au moment de ce départ de Grand Prix à Lando Norris. Autre moment aussi, l'expérience manquait, je le disais, mais l'expérience manquait durant cette saison 5 de Formule 1 envers Oscar Piastri. Quand tu as d'un côté un Max Verstappen, ogre absolu, meilleur pilote du monde, qui a toute la solidité nécessaire et les capacités pour tenir sur toute une longueur de saison, et surtout pour revenir en fin de saison et se montrer monstrueux pour se permettre de jouer le titre sur le dernier Grand Prix de la saison, même s'il n'a échoué que pour 2 points. Mais ça, encore une fois, c'est la preuve que Verstappen est le meilleur pilote du monde, mais qu'il a surtout toute une solidité pour tenir sur 24 Grands Prix. Il y a l'expérience forcément pour ça. On rappelle que Verstappen, merci monsieur, mais le gars, 2021, il gagne son premier titre contre Sir Lewis Hamilton, meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, statistiquement parlant, qui était certainement à son prime en plus en 2021. De l'autre côté, vous avez Lando Norris. Norris comparatif par rapport à Oscar Piastri, beaucoup plus d'expérience, et également un pilote façonné McLaren qui connaît chaque recoin de l'écurie et non pas comme un nouveau venu qui est Oscar Piastri, même s'il était déjà mais seulement aussi dans sa 3e saison en Formule 1. Et en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il se battait contre des pilotes qui avaient nettement plus d'expérience que lui dans les moments importants et dans les moments où il fallait absolument être clutch. Et le problème de Oscar Piastri, c'est que dans le money time du championnat, après le Grand Prix des Pays-Bas, il n'était plus là. Mentalement, il n'était plus là. Alors, mon impression, il accusait presque la voiture de dire que elle n'est plus la même, mais si elle n'était plus la même, c'est parce qu'il ne pouvait plus ressentir la voiture comme il l'avait sur tout l'ensemble de la saison, potentiellement parce que mentalement, il n'était plus assez fort pour tenir sur la longueur et surtout dans la fin de saison. Et tout ça en cumulé fait que cette saison 2025, même s'il termine 3e et qu'il avait une véritable opportunité de devenir pour la première fois champion du monde Oscar Piastri, même s'il l'a perdu, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Pour moi, 2025, c'est les fondations des futurs titres de Oscar Piastri. Ce sont clairement les fondations d'une future construction d'un ou des prochains titres de Oscar Piastri. Donc voilà, je pense que vous êtes beaucoup dans les commentaires à penser ainsi, à ceux qui regardent la vidéo. Mais voilà, faut prendre le bon côté de cette saison et comprendre les erreurs de Piastri et comprendre également que c'est seulement sa 3e saison en Formule 1 et quand on est dans sa 3e saison en Formule 1, on n'est pas aussi armé en termes d'expérience que peuvent l'être Max Verstappen ou même Lando Norris, son coéquipier. Donc voilà, pour moi, Oscar Piastri, c'est une bonne saison. Pas mettre masterclass. 2e du championnat du monde, masterclass, bien sûr, Max Verstappen. Je n'ai pas trop de débat là-dessus.
Je pense qu'on est tous d'accord. Je mettrais même plus que masterclass, hein, mais ouais. Ouais, pour moi, c'est une immense masterclass. C'est le meilleur pilote de cette saison 25 de Formule 1. Indéniablement, l'efficacité. Je trouve que Verstappen aussi est très, est très humble vis-à-vis de cette saison. En disant, oui, on est revenu. Oui, on a fait du bon travail. Mais si on est revenu, c'est à cause des erreurs de McLaren. Il est très humble. Je trouve ça beau d'être humble surtout. Mais je pense qu'il a de quoi être nettement moins humble et se montrer moins modeste et dire clairement... J'ai été le meilleur. J'ai clairement été le meilleur cette saison. Et si on avait pu redresser la barre auparavant, on serait devenu champion du monde. C'est vrai. Ce qui est vrai. Pour moi, ce qui est vrai. Pas non plus de la manière de Helmut Marko où il dit, par rapport à Horner, on parlait en début d'émission, où il disait si on avait viré quasiment dès le début de saison, on serait devenu champion du monde. Même si je pense que McLaren était quand même bien au-dessus de Red Bull sur une grande partie de la saison. Mais je pense que ça aurait été encore trop juste pour devenir champion. Quoique, je me fais un débat moi-même, mais quoique, je sais pas. C'est très dur, mais je pense que j'avais dit au début que j'étais un peu pas d'accord avec le parcours. Finalement, je pense que oui. Je pense que oui. Si on avait mis Laurent Mekies plutôt chez Red Bull avec Horner, après le départ de Horner, je pense que ça l'aurait peut-être fait pour Verstappen, sachant qu'il n'y a que 2 points d'écart dans la finalité. Et d'ailleurs, Verstappen, il dit, de toute façon, on s'en fiche, que ce soit 2 points, 3, 4, 20, on s'en fiche, c'est pas de titre. Donc il s'en fiche du nombre de points d'écart. Un titre manqué, c'est un titre manqué. Donc voilà par rapport à... Sur ce point-là. Mais voilà, indéniablement, moi j'ai tellement aimé, pour moi c'est la plus belle saison de Verstappen en Formule 1. Je suis curieux d'avoir votre avis aussi, mais pour moi c'est la plus belle saison de Verstappen en Formule 1. On a vu toutes les facettes de Verstappen en fait cette saison. On a vu un pilote extrêmement performant comme on le connaissait, un pilote tellement fulgurant et tellement efficace comme on le connaissait, mais on a surtout vu un pilote fédérateur, salvateur, et comme l'a très bien dit Jean-Louis Moncet, catalyseur de Red Bull Racing dans les moments où il fallait relever Red Bull. Et c'est ce que j'ai trouvé magnifique avec Max Verstappen cette saison. C'est-à-dire un pilote qui a relevé Red Bull, qui a remobilisé Red Bull au moment où il y avait une crise tellement importante. On rappelle avec Horner, qui était sur le départ. On rappelle également que début de Red Bull, j'avais dit tout à l'heure, mais le changement de nouveau, on passe de Perez, on vire Perez, on donne beaucoup d'argent à Perez pour mettre Liam Lawson. Liam Lawson finalement lui dit ah non, tu restes de Grand Prix, mais tu vas partir, tu vas être remplacé par Yuki Tsunoda. Des changements perpétuels et ainsi de suite. Bon, Verstappen aussi, il en a eu marre, il l'avait dit publiquement, du traitement des pilotes, il a montré son mécontentement public envers la décision de Horner. Maintenant, à voir comment... maintenant, quand on regarde, pas à voir, mais quand on voit comment Red Bull s'est remobilisé grâce également au travail à l'usine de Max Verstappen, pour retrouver de la performance et aller essayer de les jouer le titre en 2025 avec les erreurs de McLaren. Oui, il faut être honnête là-dessus, mais ça n'empêche pas moins qu'on a vu un Verstappen tellement... Je vais arriver avec ce micro, excusez-moi. Un Verstappen tellement catalyseur et tellement fédérateur que c'est ça qui m'a encore plus fait aimer Verstappen cette saison. Le fait qu'il ait vraiment mis son écurie dans le droit chemin pour réélever le niveau de jeu qui semblait insoupçonné. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Bien sûr, avec le travail de Laurent Mekies, sans souci. Le duo Laurent Mekies-Verstappen a tellement été efficace aussi cette saison que j'ai beaucoup adoré la saison de Red Bull et de Verstappen. Ce qui pour moi fait de lui toujours le meilleur pilote du monde incontestablement et le meilleur pilote de cette saison 2025 de Formule 1. Donc ouais. Champion du monde 2025, pour terminer, vous l'avez compris, Lando Norris. Alors, est-ce que le champion du monde 2025 a fait une saison masterclass ou une bonne saison ? Débat compliqué. Lando Norris a dit une phrase très intéressante. Il a dit classez-moi comme vous voulez, je m'en fiche, je suis devenu champion du monde et j'ai rendu heureux des gens. C'est pour ça que ça m'embête un peu de le classer parce que je n'ai pas forcément envie de classer un pilote qui a dit qu'il n'avait pas envie d'être classé, qui s'en fiche d'être classé, tu vois. Mais objectivement, je pense qu'on peut dire que Lando Norris n'a pas forcément fait une saison masterclass. C'est pas une saison qui marquera l'histoire de la Formule 1.
Mais c'est une saison qui reste très bonne pour Lando Norris. Franchement, très bonne. Il a fait le boulot qu'il a fait. Il a fait ce qu'il fallait pour devenir champion du monde. Alors oui, on a beaucoup parlé des Papaya Rose, on a beaucoup critiqué McLaren par rapport à ce qu'ils ont réalisé cette saison. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça n'empêche que ça n'en reste pas moins une bonne saison pour Lando Norris et même pour Oscar Piastri. Et Lando, je vais pas le mettre non plus en masterclass parce qu'il y a des choses qui ont manqué par la faute de McLaren. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. McLaren a empêché une vraie grosse bataille entre Oscar Piastri et Lando Norris. McLaren a empêché, par son faux jeu d'équité, de vraies confrontations entre Lando Norris et Oscar Piastri. Il y a eu des erreurs stratégiques qui ont mis à mal Lando Norris et Oscar Piastri. Notamment le Qatar, qui a pour moi été une aberration par ce faux jeu d'équité. Ils ont causé la perte du Grand Prix. Et le fait aussi que Oscar Piastri ne puisse pas jouer le titre sur le dernier Grand Prix de la saison. Ça aussi, ça a noté. Mais si Oscar Piastri, McLaren n'avait pas saboté, c'était pas auto-saboté, Piastri à Abu Dhabi, il était dans de meilleures dispositions. Et puis il pouvait encore plus, même si mathématiquement il était toujours capable de jouer le titre mondial, il y avait très peu de chances qu'il remporte le titre. Par contre, pour Lando Norris, là c'est un peu la même chose. C'est que McLaren l'a tellement saboté cette saison que je peux pas mettre en masterclass parce que quand vous regardez Verstappen, Russell et même Hadjar, Gasly c'est un petit peu différent parce que lui pour moi c'est 100% une saison Gasly et pas par rapport à la voiture. Mais pour les trois pilotes que j'étais précédemment, je parle aussi par rapport à la question de l'équipe. L'équipe a beaucoup a fait en sorte de les mettre dans les meilleures dispositions. Verstappen, Russell et Hadjar. Pour ce qui est de comment s'appelle-t-il de Oscar Piastri et de Lando Norris, pour moi l'équipe a tellement fait de mal à ces pilotes, même si aujourd'hui même s'ils ont eu la meilleure voiture pendant une grande majorité de la saison, en termes de stratégie et de décision, ça a bien saboté la saison de Piastri, du Britannique et de l'Australien. Donc c'est pour ça que même si les champions du monde, pour moi c'est assez bizarre de mettre un champion du monde, le pilote qui devient champion du monde en bonne saison et pas en masterclass. Mais malheureusement, McLaren a tellement mis ses pilotes en pilote numéro 2 que je peux pas mettre plus que ça. Donc voilà. Voilà en tout cas par rapport à Lando Norris. Ce qui permet de conclure la tier list, les amis. Alors, en saison catastrophique, on a classé Franco Colapinto, Yuki Tsunoda et donc Sir Lewis Hamilton. En mouais, j'ai mis Lance Stroll et Liam Lawson. En franchement, ça va, j'ai mis Esteban Ocon, Fernando Alonso et Alexander Albon. En bonne saison, Gabriel Bortoleto, Oliver Burman, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc et Oscar Piastri et le champion du monde 2025, Lando Norris. En masterclass, j'ai mis Pierre Gasly, Isaac Hadjar, George Russell et donc, bien sûr, le meilleur pilote du monde, Max Verstappen. C'est dommage parce que je pense que j'aurais peut-être dû mettre très bonne saison, une catégorie intermédiaire. Mais après, c'est le jeu des tier list, mais une catégorie intermédiaire entre masterclass et bonne saison. Mais pour moi, c'est très bonne, ça aurait pu être très bonne saison, tu vois. Mais, tu vois, Leclerc, par exemple, j'aurais pu mettre très bonne saison. Burman, j'aurais pu mettre très bonne saison. Mais bon, je pense que c'est bien comme ça. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire par rapport à cette tier list et à donner vos avis. Je suis très curieux de les avoir, vos avis, par rapport à ce qu'on a pu mettre ensemble. N'hésitez pas à dire si j'ai eu des avis pertinents ou non. Si j'ai pas été pertinent sur un point précis, n'hésitez pas à le dire, les copains, avec un très très grand plaisir. Et donc voilà, mais je pense qu'on a du coup les pires pilotes de cette saison pour moi, c'est évidemment Colapinto, Tsunoda et Hamilton, et les meilleurs. Gasly, Hadjar, Russell et Verstappen, et non pas, donc forcément le champion du monde désormais de cette saison 5 de Formule 1, à savoir Lando Norris. Voilà pour cette tier list pilote et fin 2025. Ça me permet également de vous remercier infiniment. Je vais prendre un petit peu le temps pour pas de push de la commu aujourd'hui, mais ça me permet de me prendre un petit peu de temps pour parler un petit peu de la suite de Push Lap, et c'est très important. Push Lab continuera donc en 2026, également soutenu par Emotion. Immense merci encore une fois, et je sais que je me répète beaucoup, mais j'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui croient en des projets, et en particulier pour Emotion qui là croit en mon projet de Push Lab et qui me met à disposition tout ce plateau que vous avez vu tout au long de cette année 2025, ce plateau qui est magnifique, donc immense merci à eux. Vous avez certainement vu ou entendu des petits pépins à certains moments, c'est tout à fait logique pour un projet qui est tout jeune, qui
qui a débuté le 21 octobre d'ailleurs, avec la première émission qui était avec Julien, avec Hydro, que je remercie encore infiniment d'être venu pour faire ce tout premier épisode de cette aventure de Push Lap. Immense merci à lui, merci à tous les invités qui sont venus d'ailleurs cette année, à savoir Hydro, Lucas Parlefin aussi, qui était là, qui a été gentil, adorable en étant venu, tout en sachant aussi, pour tout vous dire, que cet épisode-là, il y avait eu beaucoup de retard, parce que c'était tourné à 11 novembre et que tout n'était pas forcément prêt ici tout à fait logiquement, parce que c'était un jour férié, et que voilà, il a quand même eu de la patience pour attendre que le tournage puisse se faire en bonne et due forme. Donc immense merci à lui, immense merci à Monsieur Loop qui a été présent ensuite derrière, Jérémy qui fait un travail absolument fantastique et que je remercie encore une fois. Immense merci à Manuel, pas du tout, Emmanuel Moine, le grand ami Emmanuel Moine, que je remercie infiniment, qui est un ami du cœur. Vraiment immense merci à lui d'être venu. C'était un épisode très bien. Franchement, si je dois faire un petit débrief de cette année, l'épisode de Manu et de Jérémy ont été les 2 épisodes les plus aboutis de cette saison et de ce début d'aventure de Push Lap. Donc immense merci à eux, grâce à leur qualité et grâce à leur travail d'avoir fait en sorte que ce soit un bon épisode, 2 bons épisodes. Merci encore une fois bien sûr à Jean-Louis Moncey, invité de la semaine dernière, avec qui on a fait un magnifique débrief et qui a été adorable et qui a été un parfait invité encore une fois. Et immense merci également à l'invité qui arrivera donc la semaine prochaine et qu'on a déjà tourné, Alessandro Giusti. Il y a eu quelques petits pépins audio que j'ai réglés au mieux, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait audible et tout à fait regardable. Si vous voulez apprendre de la carrière d'Alessandro Giusti, les amis pilotes de F3 et pilotes de la Williams Academy, qui est venu et avec qui on a bien discuté sur sa carrière. Si vous connaissez toute l'histoire de Sandro Giusti, ça se passera la semaine prochaine. Merci à Emotion, je rappelle encore une fois, Emotion ici, les amis avec le logo juste en bas. N'hésitez pas à venir au 115 rue Réaumur, au plein cœur de Paris, pour vous amuser avec les simus qu'il y a ici, Simu GT, Simu Formula, le gros simulateur bien sûr Formule 1, dans lequel Manu et Jérém ont pu se tester dedans en faisant des chronos. Je les ai battus, toujours bon de le rappeler. Et puis bien sûr, le Push Lap Challenge reviendra l'année prochaine. Je vais vous dire tout honnêtement, notamment par rapport à ce qui se passera l'année prochaine. Je vais vous dire par rapport au calendrier que j'ai aujourd'hui. Par rapport au calendrier, normalement au mois de janvier, je reviendrai le 13 janvier. Il n'y aura pas d'épisode le 30 décembre et le 6 janvier. Mais par contre, il y aura un épisode le 13 janvier. Et je vous tiendrai au courant par rapport au prochain épisode qu'il y aura. Mais voilà, je reprendrai les épisodes de Push Lap à partir du 13 janvier et ce jusqu'à la fin de la saison, par rapport à la saison de F1 2026 qui s'annonce absolument passionnante. Donc voilà, merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tous ceux qui ont soutenu, ceux qui soutiennent ce projet, qui ont soutenu et qui soutiennent toujours ce projet. Immense merci à vous tous, merci beaucoup de soutenir ce projet et d'être toujours de plus en plus présent, également à vous abonner sur la chaîne YouTube, mais également sur les plateformes de podcast. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre les étoiles, à noter pour accentuer le référencement. J'ai vu qu'on était dans le top Apple Podcast, donc merci à vous d'écouter nombreux le podcast le Push Lap Podcast. Et si vous êtes sur YouTube, si vous regardez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, et à commenter également pour donner vos avis. C'est votre chaîne ici, et donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été aussi patient. Merci beaucoup d'avoir été aussi également conciliant quand il y avait des petits problèmes. C'est grâce à ce genre de petites informations que vous pouvez mettre en commentaire qu'on peut améliorer le podcast. Donc immense merci à vous. Merci à Adrien de Emotion, merci à Fabien également de Emotion, merci beaucoup à Eol et à Zoé et à toute l'équipe d'Emotion de me permettre de faire ce podcast ici. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine déjà avec le hors-série avec Sandro Giusti. Et quant à nous, sinon on se retrouvera le 13 janvier pour le prochain épisode de Push Lap, premier épisode de la saison 2026 les amis. Ciao ciao les amis, ciao, merci beaucoup et je vous aime. Merci beaucoup.